Aujourd'hui sur Media Moula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance. Nous allons parler du lancement d'un média 100% digital en 2023 et de son développement en 2024. J'ai le plaisir de recevoir Rémi Jacquet du média en ligne transitionvélo.com. Salut Rémi, merci beaucoup de participer à ce podcast. Bonjour, c'est avec plaisir. Tu vas bien? Ça va, super, ouais, ouais, merci. Ok, bah écoute, je vais demander tout simplement de te présenter. Alors, je m'appelle Rémi Jacquet, tu l'as dit. Je suis journaliste, pour me présenter le plus simplement possible. Ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je suis journaliste. J'ai bossé pendant 10 ans, en fait, du coup, ça fait même beaucoup plus de 10 ans finalement. J'ai bossé pendant 10 ans pour un média qui s'appelle Les Numériques, qui est un média en ligne également, qui est quand même assez connu dans le monde des nouvelles technologies. Et voilà, donc en fait, je fais du journalisme un peu, on va dire, avec une approche très accompagnatrice des consommateurs, on va dire. J'aime cette pratique du conseil avant achat. Donc c'est un peu ce qui m'anime dans le journalisme. J'ai pas fait d'études de journalisme. Je suis arrivé un peu là-dedans par hasard finalement, mais c'est un truc qui me plaît beaucoup. J'adore ce métier, cette vulgarisation, tout ça. Décidément, je pense que les numériques devraient ouvrir une école d'entrepreneuriat pour les médias en ligne ou pour l'affiliation, parce qu'il y a des très beaux profils qui sont sortis de chez les numériques, enfin qui sont passés chez les numériques, que j'ai reçus comme Labo Maison, Mm. qui a lancé labomaison.com. Ils étaient auparavant chez les numériques et Affilize, la solution préférée des affiliés pour gérer tout le marketing et la performance. On va peut-être en parler dans cet épisode. Il y a Ouais. énormément de personnes effectivement qui lancent des très beaux projets après les numériques. Qu'est-ce que tu as appris toi de ton expérience chez les numériques qui t'a le plus marqué? Bah, j'ai un peu tout appris en fait chez les numériques parce que moi je suis arrivé dans ce milieu, je connaissais pas grand-chose aux médias, je connaissais pas grand-chose à comment fonctionnait un média, comment on travaille quand on est journaliste. J'avais pas fait d'études de journalisme. Moi, j'ai même fait des études bien pires que ça, parce que j'ai fait des études dans la pub. Mhm. Donc c'est un peu l'opposé, on va dire. Mais j'ai une appétence pour l'écriture, qui est facile là-dedans. Et en fait, les numériques, ça a été une très bonne école, je pense, pour beaucoup de monde, parce que déjà c'est une expérience qui est assez longue, les numériques. Ça a quand même débuté. Bah, ils ont fêté les 20 ans il y a quelques jours. Donc c'est quand même une super longue existence pour un média en ligne. C'est quand même énorme. Et donc c'est un média qui a finalement évolué en même temps que le web de ces 20 dernières années et qui était, alors en tout cas moi à l'époque où j'y étais, dirigé notamment par Vincent et Florent que tu as eu dans ton podcast, et qui sont des gens qui ont une vraie appétence pour l'innovation, l'innovation bien sûr technologique qu'on pouvait avoir sur les numériques, mais également l'innovation du média en fait, et comment est-ce qu'on fait évoluer un média sur le web, comment est-ce que un média sur le web peut vivre autrement que par le simple biais de la publicité classique. Enfin, voilà, je pense que c'est un média en fait qui a développé beaucoup de choses, qui a permis de creuser beaucoup de sujets comme ça. Et moi, pendant ces 10 années, je me suis vraiment nourri de tout ça. C'est-à-dire que j'ai appris un peu, forcément déjà un métier de journaliste, une appétence pour la technique et la vulgarisation de choses complexes. Et puis aussi, finalement, j'ai appris un petit peu tout ce qui va autour de tout ça, c'est-à-dire le SEO, les réseaux sociaux, la vidéo. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça qu'en 10 ans, j'ai réussi à apprendre au numérique. Et je pense que c'est pour ça que c'est une bonne école parce que c'est un média où on était très libre, on nous faisait facilement confiance, et donc on pouvait aussi exprimer des choses et tenter des trucs. Et donc je pense, une bonne école, et c'est pour ça que beaucoup de gens qui sortent des numériques sont finalement des gens qui ont beaucoup de compétences dans beaucoup de domaines en fait. Donc, fort de cette expérience, tu as lancé transitionvélo.com avec tes associés qui sont aussi de chez les numériques, il me semble. Ouais, tout à fait.
Quelle est la jeunesse du projet? C'est quoi? C'est qui? C'est comment? C'est combien? Dis-nous tout sur Transition Vélo. Ben Fais-nous un petit pitch. on est trois du coup à avoir lancé Transition Vélo, donc avec Mathieu Chartier et Tanguy Andrion. Comme tu l'as dit, c'est des anciens aussi des numériques. C'est là-bas qu'on s'est connus. Eux, ils se connaissent depuis plus longtemps. Ils sont dans le métier depuis une vingtaine d'années, je crois. Donc ils ont un peu plus d'expérience que moi. Ils se connaissent vraiment depuis très longtemps. Et en fait, tous les trois, on était arrivés, je pense, à un moment où on avait besoin de voir autre chose aussi. Parce que bon, bah voilà, moi j'ai fait 10 ans, je crois que Tanguy a fait 8 ans, Mathieu a dû faire 6 ou 7 ans chez les numériques. Voilà, c'était un moment où on s'est dit, on a eu l'opportunité de partir. Et en fait, on avait cette volonté en fait de poursuivre dans ce milieu. La tech, on en avait fait le tour et on s'est dit, mais en fait, nous, on aime tous le vélo, on fait tous du vélo. Et en fait, aujourd'hui, on trouve pas exactement le média qu'il nous faut sur le web pour du vélo, le vélo du quotidien. C'est-à-dire que le vélo, c'est un monde où il y a beaucoup de médias sur de la performance, que ce soit sur la route, le VTT. C'est un milieu de spécialistes. Mais c'est vrai que le vélo grand public était un peu préempté finalement par des médias non spécialistes du vélo. Donc comme au numérique, moi je m'occupais du vélo chez les numériques sur la fin. Et finalement, du coup, on n'avait pas cette approche 100% vélo, mais 100% vélo du quotidien, sans déborder sur voilà, le cyclisme de route, le cyclisme professionnel. Enfin voilà, toutes ces choses-là c'est pas que ça nous intéresse pas, mais il y a des gens qui font ça très bien aujourd'hui. On n'a pas envie d'aller sur ce créneau-là. Et il y avait ce créneau, on s'est dit, mais il y a rien. Est-ce qu'on pourrait y aller? Et justement, est-ce qu'on peut y aller avec euh, notre expérience des numériques en fait. Et on voulait appliquer cette recette, les numériques, au vélo. Parce que il y a plein de choses à faire dans le vélo, il y a plein de choses à raconter. Le vélo, c'est ce produit qu'est le vélo, mais quand on fait du vélo tous les jours, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire comment est-ce que je m'habille pour aller au travail à vélo? Est-ce que je dois avoir des vêtements spécifiques ou est-ce que je peux avoir des vêtements un peu lifestyle, mais quand même performants pour le vélo? Enfin voilà, il y a plein de questions comme ça autour du vélo de manière sociétale aussi, les aménagements, tout ce qui va autour, en fait, tout ce qui permet la pratique du vélo. On avait envie de créer ce média qui était vraiment un média qui donnait des clés aux gens pour se mettre au vélo et faire du vélo un moyen de déplacement crédible et utilisé au quotidien. Donc, vous avez lancé le site il y a combien de temps? Alors, on a lancé le site, c'était en mai 2023, D'accord. donc ça fait un peu plus d'un an maintenant, pas tout à fait un an et demi. Est-ce que tu as quelques chiffres à partager en termes de visiteurs, peut-être de chiffre d'affaires? Je ne sais pas si vous communiquez sur ces chiffres, mais est-ce que tu peux nous donner un point de situation Ouais, depuis le bah lancement? aujourd'hui, enfin déjà on a une croissance qui est constante sur à peu près tous les indicateurs aujourd'hui. C'est quand même très agréable aussi à vivre, c'est-à-dire que on voit que ça grimpe dans tous les sens. On a une audience qui est aujourd'hui sur le mois de septembre, on prévoit de faire un peu plus de 220 000 visiteurs uniques. Donc c'est quand même voilà, on s'attendait pas à être aussi haut aussi vite, très sincèrement. Ça a bien démarré sur l'année 2024. Là pour l'instant, on vient de dépasser à peu près le million de visites je pense qu'on devrait atteindre 1,5 million de visites sur l'année complète, peut-être même un peu plus en fonction de la dynamique de la fin d'année. C'est vrai que quand on lance un média, en fait, on n'a pas vraiment de facilité à comprendre comment ça va fonctionner, à quel moment ça va décoller. Nous, ça a décollé vraiment début 2024. Ça faisait mine de rien plus de 6 mois qu'on travaillait. Et au début, c'est vrai qu'on travaille, on a l'impression que c'est on travaille pour personne parce que personne nous lit. Et en fait, quand ça commence à décoller, bon là, on comprend un petit peu que la machine met du temps à se mettre en route. Mais voilà, ça finit par décoller de ce point de vue-là. On a aussi des revenus du coup qui sont un peu en corrélation avec ça. Je pense on en reparlera un petit peu plus tard, mais nous on a une première pierre à notre édifice de revenus qui est l'affiliation et qui nous permet d'avoir des revenus depuis presque depuis le début. Alors au début
ridicule. On parle de quelques euros, quelques dizaines d'euros. Mais depuis le début de l'année, on commence à parler de quelques centaines, voire plus de 1000, 1005, voire plusieurs milliers d'euros sur de très bons mois. Donc ça nous permet d'avoir déjà voilà, des revenus. On commence également à avoir des annonceurs qui s'intéressent à nous. Et en fait, on a eu des annonceurs qui se sont intéressés à nous très rapidement, mine de rien. On a eu de premières demandes dès je crois, le premier semestre d'existence. Donc, enfin, voilà, plein de choses comme ça qui sont arrivées plus vite que prévu. Donc, c'est une affaire qui est sur de bons rails et qui progresse vraiment constamment. Donc, c'est très agréable à vivre. Je pense que tu vas faire quelques jaloux parmi les éditeurs qui en ce moment sont plutôt au mieux à la stagnation et au pire à la baisse. Comment tu expliques, toi, le fait que sur un marché quand même 2023-2024 compliqué, déjà, ça, on va y revenir peut-être un peu plus tard, mais ouais, comment tu expliques cette... parce que là, pour le moment, on a l'impression que bah, tout roule, tout va bien, ça grimpe. C'est pas un discours qu'on entend souvent, donc c'est très agréable à entendre, mais comment tu l'expliques? Alors, très sincèrement, je j'ai pas vraiment une explication claire et nette. Je pense que je suis un peu aussi surpris que ceux qui m'entendent probablement raconter ça, parce que on s'attendait pas à ça. Tu dis le marché des médias est difficile, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le marché du vélo est difficile aussi, Ok. parce que on a eu une très très grosse période avec le Covid qui a fait exploser la demande. Et du coup, en fait, cette demande retombe un petit peu. C'est assez logique, hein, parce que bon, bah, les gens ont repris une vie qui ressemble quand même un peu à la vie d'avant. Mhm. Malgré tout, on est quand même sur des chiffres qui sont supérieurs aujourd'hui sur le marché du vélo par rapport à 2019. Mais du coup, on est quand même sur un marché qui est assez difficile aussi. Donc, on savait qu'on se lançait pas au meilleur moment. Mais en même temps, avec le recul, je me dis peut-être que c'était le meilleur moment. Parce qu'au moment où c'est le plus difficile, si tu accroches la croissance, si tu accroches bah, ton lectorat, ton audience, ça veut dire que le jour où ça va aller mieux, bah, en fait, ça pourra aller vraiment que mieux, quoi. Donc, ça va être, c'est pour ça, je pense qu'on a des perspectives qui sont très intéressantes. Le marché du vélo va forcément progresser encore et, enfin, il devrait sortir vraiment de la zone compliquée dès l'année prochaine, voire l'année 2026. Et je pense que le marché des médias, bah, après, c'est facile de faire de la croissance aussi quand tu pars de zéro. Enfin, c'est facile. Peut-être pas facile facile, mais forcément c'est plus facile d'afficher une croissance Mhm. Bien d'une sûr. base plus modeste, on va dire. Mais après, je pense qu'il y a surtout en fait un vrai intérêt pour le vélo. C'est-à-dire qu'on a vraiment ciblé un, un créneau pour lequel il y a de l'intérêt et pour lequel peut-être que l'offre de médias n'était pas complète, en tout cas. Parce qu'il existe déjà des médias vélo qui parlent du vélo quotidien, enfin, un peu comme on le fait. À mon sens, personne ne le fait exactement comme on le fait. Il y a plusieurs offres. Après, c'est la beauté des médias aussi, hein, c'est que il y a un peu de tout, il y a des façons de faire différentes, et je pense qu'il y a de la place pour plusieurs acteurs sur le vélo. C'est quand même un marché qui est assez gros pour que plusieurs médias puissent avoir une importance dessus. Mais qu'est-ce qui fait notre succès? Franchement, c'est le fait que ça marche. On a eu de la chance sur certaines choses, j'ai l'impression. Enfin, de la chance. Disons on a pensé notre site d'une manière qui a l'air de plaire, en tout cas à Google. Et je pense que aujourd'hui, c'est aussi ce qui est difficile, c'est de plaire à Google. C'est à la fois risqué, parce que ben, la dépendance à Google, comme la dépendance à n'importe quel gros acteur est risquée. Mais mais finalement, on a réussi à se placer très très vite sur du SEO, sur des requêtes finalement assez concurrentielles. Et là, en fait, nous, on n'a pas de compétences en SEO particulières, tu vois, on n'a pas de personne qui s'occupe du SEO chez nous. Enfin, c'est plutôt moi qui m'en occupe et qui regarde. Je me suis un peu auto-formé sur le sujet. Mais en fait, je pense que ben, on a un média qui parle de vélo, que de vélo aussi, de tout le vélo un peu. Enfin voilà, on englobe beaucoup de choses dans le vélo, c'est-à-dire les accessoires, les équipements, le côté sociétal. Je pense que tout ça crée une espèce
de choses très cohérentes pour Google en tout cas. Peut-être plus que des médias qui parlent de vélo à côté d'autres choses en fait. Et c'est, je pense, une partie de notre force, d'avoir ce truc très centré. Et ce positionnement, vous l'aviez dès que vous avez commencé avec les trois fondateurs à faire l'esquisse du projet, vous aviez clairement défini ce positionnement ou vous êtes passé par différentes phases où vous dites non, faut aller là, faut aller là, faut plutôt aller ici. Non, on avait vraiment cette idée dès le départ. On avait vraiment cette volonté d'aller sur ce créneau-là du vélo, sur cette manière de travailler, c'est-à-dire de proposer du test de produits, de proposer des guides d'achat, enfin voilà, d'accompagner les gens sur la pratique du vélo, sur des trucs, ouais, voilà, très pratiques, très concrets. Euh, voilà, le produit, comment est-ce qu'on s'adapte au climat, aux conditions climatiques, enfin voilà, tous ces trucs qui sont très très pratico-pratiques quoi finalement. C'est vraiment ce qui nous guidait dès le départ parce que on avait vraiment cette expérience des numériques et les numériques, c'est ça aussi, c'est vraiment le produit, l'expérience autour du produit et on voulait retransmettre ça dans le vélo vraiment sur tous les aspects du vélo en fait. Donc on adapte forcément des choses. Il y a des choses qu'on teste qui marchent plus ou moins bien. Il y a des trucs qui, voilà, mais dans l'ensemble, on suit une direction qu'on avait prévu de suivre. On n'est pas, on n'a pas trop changé de cap. Peut-être finalement que le fait de ne pas être des spécialistes entre guillemets du SEO, ce n'est pas tellement une faiblesse, mais plutôt une force aux yeux de Google qui recherche de plus en plus de contenu authentique avec de l'expertise. Mhm. Et peut-être que le SEO dans leur bulle, je ne vais pas me faire des amis, mais ils sont trop à essayer de geeker sur les petits hacks, les trucs, les machins qui vont faire que ton hashtag, enfin, j'en sais Mhm. rien, tu vois, il va mieux être positionné, mieux être optimisé. Et finalement, il passe à côté du truc que Google répète depuis des années, c'est on veut du contenu qui aide nos utilisateurs. Ouais. Ben, je pense que ça joue effectivement, c'est-à-dire que on cherche, en fait, on a une expérience du SEO qui est un petit peu, c'est-à-dire qu'on l'a intégré, on a intégré quand même certaines bases du SEO. On travaille sur le web depuis longtemps, on sait comment fonctionne un peu le web, on sait ce qui marche sur le web. Euh, Après, on sait aussi ce qu'on a envie de ne pas faire sur le web. On veut justement pas trop tirer sur la corde du SEO, la corde de l'incitatif, voilà, bête et méchant. On essaye justement de miser sur cette expertise. Et comme tu dis, je pense que Google, mine de rien, c'est un truc qui est très valorisé par l'algorithme. Et, euh, et on essaye d'avoir cette expertise. Effectivement, je pense que ça joue forcément beaucoup. C'est-à-dire qu'on a réussi à montrer une expertise et en plus à la montrer dans un cadre vraiment très défini du vélo. C'est-à-dire que nous, on va pas parler en plus de voitures électriques et de trottinettes ou comme au numérique on faisait, de parler un peu de tout. Les numériques peuvent se permettre de faire ça parce que c'est une machine qui est tellement énorme aujourd'hui que tout ce qu'ils vont ajouter va nourrir la bête, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, pour décoller, il faut que tu choisisses une niche, enfin une niche, en tout cas un créneau, et que tu montres que tu as une expertise sur ce créneau. Alors après, il y a le risque aussi qui peut être de se dire, s'enfermer sur un créneau, c'est risqué, c'est un peu mettre tous ses œufs dans le même panier. Et je sais que Vincent, justement Vincent Alzieux, m'avait dit, vous êtes sûr, faire que du vélo, pas du tout de trottinette. Et ouais, parce que pour nous, c'est pas du tout la même chose en fait, et on n'a pas du tout cette approche de toutes les mobilités en fait. Notre approche, c'est le vélo comme mobilité, pas toutes les mobilités en fait. On veut être expert du vélo et on veut être reconnu comme expert du vélo, c'est tout. Tu parlais de perspectives. Quels sont vos objectifs pour demain et pour 2025 et peut-être si vous avez des plans sur 2026 aussi, où est-ce que vous aimeriez aller? Bah déjà, on aimerait en vivre de ce média. C'est vraiment notre objectif aujourd'hui, c'est que on a créé un média à trois pour en vivre à trois. Mhm. On n'a pas des ambitions démesurées. Je pense qu'on a tous les trois aujourd'hui
une envie qui est de vivre d'un truc qui nous plaît et qu'on fait de la manière dont ça nous plaît de le faire. Enfin, voilà, c'est assez, on est assez naïf encore, je pense, sur ce truc-là. Notre objectif, c'est vraiment ça, c'est d'en vivre. Après, concrètement, c'est très difficile. Je pense qu'aucun de nous trois est vraiment très fort pour se fixer des objectifs chiffrés, se dire l'année prochaine on fait tant, telle audience. Moi, je suis à peu près les tendances qu'on a et je vois qu'on a une croissance qui est à peu près constante. Mon objectif, c'est de maintenir ça en fait, c'est de maintenir cette croissance, pas à n'importe quel prix non plus, parce que je pense qu'il y a un moment en fait on peut stagner aussi et ça peut fonctionner quand même. Euh, mais en fait, notre stratégie, ça va être de couvrir un maximum le marché, que ce soit sur le vélo ou sur l'accessoire et l'équipement, et de faire tout ça. Et après, notre véritable objectif pour 2025 va être effectivement de développer nos revenus. Et ça va passer par différentes choses. Donc l'affiliation, c'est quelque chose qui est assez simple puisque ça suit un peu la tendance de ton audience finalement. Donc ça, c'est quand même un outil qui est pratique pour bah, piloter un petit peu ce que tu peux gagner. Tu sais que tu as telle croissance d'audience, tu as des chances d'avoir une croissance de l'affiliation qui est à peu près dans les mêmes clous. Alors après, c'est pas 100% vrai puisque tous les articles ne boostent pas l'affiliation non plus. C'est quand même quelque chose qui se travaille un petit peu de manière spécifique aussi, l'affiliation. Euh, mais je sais plus où je voulais en venir. Ouais, sur les perspectives et Ouais. tu disais Non, que mais en c'est fonction voilà, de vos objectifs. on n'a pas vraiment d'objectif chiffré, très sincèrement. Je pense que ça plaira moyennement peut-être à notre comptable. Mais non, en fait, moi je me dis tant que la croissance est là et que on a des idées en fait. On n'a pas forcément d'objectifs, mais on a des idées. On sait ce qu'on veut tester. On sait quelles sont les questions auxquelles on veut répondre. Et c'est plus ça en fait. Nous, on a un objectif qui est plus aujourd'hui éditorial D'accord. et qui va porter le reste finalement, je pense. Tout le reste va venir de la qualité éditoriale qu'on saura apporter. Et on a des super bonnes idées, je pense, qui vont demander du temps. Et voilà, mais c'est par ça que ça va passer, je pense. Et nos objectifs, c'est avant tout ça, c'est d'être solide éditorialement et d'aller voilà, d'aller tester des trucs, voir ce qui marche moins bien. On se fixe pas de limites en fait, parce que après c'est un peu ça aussi, les objectifs, c'est un peu des limites finalement. Hmm. Et voilà, nous on se dit, on avance et on voit comment ça se passe. Après, c'est difficile au bout d'un an de tirer des dynamiques, des conclusions. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces idées éditoriales que vous avez et que vous aimeriez tester dans les prochains mois ou prochaines années? Bah, en fait, on aimerait couvrir un peu tous les aspects du vélo. Là, par exemple, récemment, on a noué un partenariat avec un, un média. Alors, c'est pas exactement un média, parce que c'est un mec qui est tout seul, en fait, mais qui a développé des tests de pneus de vélo. Et en D'accord. fait, c'est des trucs qui paraissent un peu anodins, voilà. Sauf que lui, en fait, il fait des tests de résistance, de rendement. C'est des trucs hyper pointus. Vraiment, en plus, il a développé une machine pour le faire. C'est énorme ce qu'il fait. Et en fait, nous, on s'est mis d'accord avec lui pour exploiter ces résultats et créer, par exemple, des guides sur comment choisir le meilleur pneu pour mon vélo, le meilleur pneu increvable. Voilà, c'est en fait nos objectifs, ça va être ça, ça va être de développer vraiment des choses qui vont être très axées sur la réalité des gens. C'est-à-dire que là, il commence, moi j'habite dans le Vaucluse, donc il fait quand même assez beau, j'ai de la chance. Mais je sais que en région parisienne, c'est pas du tout le cas. Tanguy habite à Paris et ça a l'air d'être compliqué. Mais donc voilà, quand on fait du vélo et qu'il se met à pleuvoir, comment est-ce que je me protège? Donc nous, notre ambition, c'est de proposer bah, un maximum de tests de produits sur des thématiques qui sont centrées sur des questions comme ça. C'est-à-dire comment rouler sous la pluie. On va tester de la veste, on va tester des pantalons de pluie, des ponchos, enfin voilà, un peu tout ce qui va, tous les petits accessoires comme ça auxquels on pense pas forcément parce qu'il y a tellement de choses et ben, quand on connaît pas, on connaît pas. Donc nous, notre ambition, c'est ça, c'est de répondre vraiment aux questions des gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut se mettre au vélo mais qui se dit bon bah l'hiver, je sais pas trop parce que quand il fait froid quand même, j'ai pas envie de prendre le vélo.
comment on roule l'hiver à vélo, comment on s'adapte s'il neige. Enfin, voilà, toutes ces questions-là, en fait, c'est les questions auxquelles on veut répondre. Nous, notre ambition, c'est un peu ça. On est pratiquant nous-mêmes du vélo au quotidien, donc on se pose naturellement des questions aussi, et ça nourrit beaucoup un peu notre ligne éditoriale finalement, parce qu'on sait qu'à un moment, on va être confronté à un problème, et puis moi je roule en vélo cargo par exemple, et mon problème souvent c'est de stationner mon vélo, parce qu'il est quand même beaucoup plus gros que la normale, et les stationnements en vélo sont pas toujours adaptés, en plus j'habite une petite ville, donc c'est en plus pas vraiment un truc qui existe là-bas, le vélo cargo, et voilà, ça va nourrir mes envies de créer du contenu autour de ça. C'est-à-dire de dire, bon, bah, comment est-ce que comment est-ce que ça devient pratique d'utiliser un vélo cargo? Quel antivol je vais utiliser? Euh, Est-ce qu'il y a des accessoires autour qui vont me permettre de faire ça? Comment est-ce que je fais évoluer les infrastructures autour de chez moi? Est-ce que je peux contacter la mairie pour leur demander d'installer tel truc à tel endroit? Enfin, qui s'occupe de quoi? Quels sont les partenaires que je peux trouver? Voilà, il y a une infinité de sujets comme ça et de questions. En fait, le vélo, dans un sens, ce qui est cool, c'est que c'est un truc qui se développe beaucoup et quand c'est un phénomène de société. Voilà, c'est pas juste une réponse à un moment qu'il y a eu au Covid ou une mode ou quoi. Enfin, on le voit dans les grandes villes aujourd'hui, c'est une vraie tendance de fond et c'est en plus, selon nous, une nécessité, le vélo, qu'il s'impose en tout cas. Donc, notre ambition, c'est ça, c'est d'accompagner tout ce mouvement-là. Et la difficulté, c'est un peu d'anticiper les questions que vont se poser les gens pour être capable, au moment où ils se les posent, de leur répondre. Mais bon, après, on est obligé aussi un peu d'être dans la réaction. Et il y a des moments où bah, il y a des choses qui vont arriver. Tel nouveau type d'aménagement cyclable va se pointer. Et ben nous, on va aller voir ce que ça donne, donner notre avis dessus. Voilà. Donc la ligne édito est majoritairement pilotée par vos propres problématiques, envies, découvertes. Une fois que vous Ouais. avez listé toutes ces idées que vous pouvez potentiellement travailler, est-ce que vous les validez avec des outils tels Ahrefs qui va checker le volume de recherche ou vous ignorez complètement ça? Non, je te dis qu'on est vraiment pas des bêtes en SEO, c'est vraiment des trucs qui nous passent un peu au-dessus pour l'instant. Et peut-être qu'on fait une erreur et qu'on pourrait être 2 fois plus fort aujourd'hui. Mhm. Aujourd'hui, il se trouve qu'on arrive euh, avec notre fonctionnement à un niveau qui nous satisfait. Donc, je te dis pas qu'on n'utilisera jamais ça, et je pense qu'il y a un moment, on y viendra. Aujourd'hui, en fait, on a tellement de choses à faire que il n'y a pas vraiment de mauvaises idées pour l'instant. Il y a juste trop d'idées. Alors, il y en a peut-être qui seraient un peu meilleurs que d'autres, mais en fait, on teste et on a cette souplesse aussi qui fait que on n'est pas une grosse machine. Donc, on va tester un truc. Si ça marche pas, on laisse tomber, on passe à autre chose. Et en fait, c'est comme ça qu'on avance. On n'a pas peur d'essayer les choses, on n'a pas peur de tester un nouveau format, de voilà, de passer une semaine à écrire un truc et puis des fois où ça marche pas du tout. Vraiment, on s'attendait à ce que ça fasse un peu plus et finalement ça marche pas plus que ça. Et il y a d'autres trucs, on n'y croyait pas plus que ça nous a pris 1 heure et ça cartonne. C'est difficile à anticiper. Après, il y a des outils hein, sûrement qui permettent de faire tout ça, mais comme c'est pas vraiment notre culture finalement. On travaille pas avec ces outils-là habituellement nous en tant que journalistes. Donc c'est des choses qu'il faudra qu'on apprenne à faire, je pense aussi, hein, à un moment. Mais pour l'instant, non, on est vraiment piloté par nos expériences, nos envies, et je pense notre œil aussi sur le marché. Enfin, on passe notre temps à échanger avec les marques de vélo, avec les marques d'équipement, les revendeurs. Enfin voilà, on a aussi beaucoup d'échanges avec le marché du vélo. Ça permet quand même aussi un petit peu de piloter tes trucs. Et c'est vrai qu'il y a des fois où toi tu te dis ah moi ça je trouve que c'est une idée géniale, je trouve que ça c'est un produit génial. Et quand on parle avec un revendeur, il te dit non ça marche pas du tout. Et voilà, c'est des trucs, enfin, t'ajustes un peu au fur et à mesure. Pour l'instant, en fait, on a la souplesse et la flexibilité et l'agilité surtout, en fait, pour essayer un peu ce qu'on a envie d'essayer, quoi. Est-ce que vous prenez également du feedback et des retours des internautes et des visiteurs qui viennent sur transitionvelo.com? Alors, oui, alors, enfin, on en prend. C'est-à-dire qu'on n'a pas de zone de commentaires sur le site. C'était une question qu'on se posait.
Après, le problème en fait des commentaires, c'est que ça demande de la modération. C'était un temps qu'on n'avait pas forcément envie de consacrer au départ, d'autant qu'on a aussi des réseaux sociaux qui nous permettent de, voilà, d'échanger un minimum avec les lecteurs et je pense que c'est une meilleure façon de fonctionner aujourd'hui. Donc on a des retours sur certains trucs. Après, pour l'instant, on n'a pas énormément de retours. Souvent, j'ai envie de te dire que quand t'as pas de retour, c'est qu'il n'y a pas trop de problèmes non plus. Parce que les gens sont quand même beaucoup plus prompts à t'envoyer un message pour te dire que ce que tu fais c'est nul que pour te dire que ce que tu fais c'est bien. Donc quand on ne dit pas que c'est nul ce que tu fais, c'est quand même souvent plutôt bon signe. Mais, euh, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas non plus des retours qui sont trop nombreux, en tout cas sur le site. On va en avoir beaucoup plus sur YouTube par exemple, euh, qui est un média quand même qu'on pensait pas travailler aussitôt mais en fait qui s'est révélé très rapidement indispensable et finalement voilà on est allé dessus et je pense là-dessus on a beaucoup plus d'échanges mais les réseaux sociaux sont une plateforme d'échange beaucoup plus intéressante pour nous que qu'une zone de commentaires sur le site par exemple. Intéressant. On reviendra sur YouTube un peu plus tard. J'aimerais juste qu'on revienne, si possible, sur le marché des médias. Vous vous lancez en 2023 encore une fois, j'ai pas envie de faire l'alarmiste, mais sur un marché quand même compliqué. Vous dépendez beaucoup du trafic naturel de Google, du SEO. On vous a pas un peu pris pour des fous quand même quand vous vous dites, quand vous dites OK, on va lancer un média 100% SEO. Je sais pas si on nous a pris pour des fous, en tout cas personne nous l'a dit. Mhm, Peut-être que certains l'ont pensé très fort, hein, c'est fort possible. Après je pense que si t'as peur tu fais rien. mhm. Si t'essayes pas, tu fais rien. Et voilà, on avait envie d'essayer de toute façon. Pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, on donnerait tort à tous ces gens-là qui auraient pu avoir des craintes. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Google, c'est un peu un faiseur de roi, quoi. Et du jour au lendemain, l'algorithme change, tu te casses la gueule. Bon, ok. Mais si on pense à ça, on avance difficilement. Après, on sait aussi que l'évolution que va avoir Google va donner beaucoup d'importance aux premiers. Bah ok, bah on sera les premiers. C'est notre ambition en fait, c'est ça, c'est d'être premier en fait sur Google parce que tu sais que Google pourra jamais se passer totalement de toi. Mhm. Le jour où Google a plus rien pour nourrir ses algorithmes, bah je pense qu'ils vont faire un peu la gueule. Donc ils arriveront jamais à mon avis à ce niveau-là. Les choses vont peut-être se compliquer, vont peut-être va falloir s'adapter peut-être sur certains trucs. Mais je suis pas plus inquiet que ça de tout ça parce que je vois pas Google scier la branche sur laquelle ils sont assis non plus. Mhm. Et je pense qu'on a une force déjà en SEO qui nous permet d'être relativement serein. On arrive quand même à prendre des places à des médias qui sont beaucoup plus anciens que nous, plus importants que nous. Alors voilà, un de mes premiers plaisirs, ça a été de passer devant les numériques sur certains trucs. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense qu'on a quand même une base solide. On n'a pas à être trop inquiet. Et de toute façon, à être trop inquiet, finalement, on se freine un petit peu. Là, on y va à fond en fait. On se dit, il faut le tenter. C'est un moment où on peut le tenter, il faut le tenter. Si ça marche pas, ça marche pas, hein. C'est pas grave, on fera autre chose. En tout cas, les signaux sont bons et c'est super encourageant de voir effectivement que malgré la pensée effectivement commune de attention, les business, affiliation, 100% SEO, etc., c'est compliqué, c'est dangereux, bah, de voir que non, il y a une autre narrative, il y a des possibilités, il y a encore plein de choses à explorer. Donc, ouais, je vais suivre le projet de très près et je suis impatient de voir effectivement les différents types de formats que vous allez proposer, etc. Euh, en préparant ce podcast, tu m'as appris pas mal de trucs aussi sur le marché du vélo, qui n'est pas un marché aussi simple que ça, j'ai l'impression, en termes de business. Tu me disais que c'était un marché à l'ancienne. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce marché? Ouais, c'est vrai que enfin, c'est un peu à l'ancienne. Alors, je dis que c'est à l'ancienne par rapport au marché que je connaissais un peu plus, qui était celui de la tech, qui est forcément
un marché plus qui évolue aussi beaucoup plus avec la techno, quoi. Je dis pas qu'il y a pas d'évolution dans le vélo, hein, loin de là, c'est quand même un marché qui est très très dynamique aussi. Mais c'est vrai que le marché du vélo, en fait, c'est un marché qui est historiquement tenu par une relation entre des marques de vélo et des revendeurs physiques. Mhm. C'est-à-dire des boutiques qui vont vendre 3, 4 marques, grand maximum, et qui vont tourner un peu en vase clos comme ça. Et en fait, le web a, a une importance aujourd'hui dans le vélo qui est très, enfin dans le marché du vélo, de la vente de vélo, qui est très marginal. Il y a guère que, je pense, des très gros comme Decathlon qui est un peu un ovni à l'échelle européenne en France, parce que la plupart des pays européens et des marchés européens du vélo tiennent vraiment sur les revendeurs. La France a ses Decathlon et Intersport qui tirent vraiment vers le haut le multisport par rapport aux autres. Et je pense que eux arrivent à tirer leur épingle du jeu sur le web, mais en fait les gros acteurs du web pour l'instant dans le vélo, il y en a pas énormément en fait, ça pèse pas énormément encore. Donc il y a une marge de progression, je pense, qui va être importante. Après le vélo a une particularité, c'est que c'est un truc, c'est un peu comme une voiture, tu as envie de l'essayer quand même. Surtout un vélo électrique, quand tu vas commencer à mettre plusieurs milliers d'euros dans un vélo, tu as quand même envie de le voir en vrai et pas juste d'aller sur un truc où tu as des photos en studio et de te dire bon bah, allez, je l'achète, bam, 4 000 euros, c'est parti. Tu as quand même besoin de conseils, d'essayer, enfin voilà, et tout ça, je pense que les revendeurs sont quand même une force qui est très importante aujourd'hui dans le vélo. Après, la limite, pour moi, c'est vraiment le côté limité de l'offre de chaque revendeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux choisir un vélo, il y a, je sais pas, peut-être plus d'une centaine de marques de vélos qui existent aujourd'hui. Mais bon, admettons que tu en considères 20, ça veut dire qu'il faudrait que tu fasses peut-être 5, 6 revendeurs pour avoir un peu ces 20 marques sous les yeux. Et donc c'est beaucoup. Tu vas ces revendeurs, tu vas les trouver si tu habites à Paris, si tu habites à Lyon, si tu habites voilà, dans les grandes villes. Si tu habites comme moi à Apt, dans le Vaucluse, tu as un revendeur, il fait 3 marques, et après, il faut faire 50 bornes pour aller en retrouver un autre, tu vois. Enfin, c'est pas la même chose, quoi. Et t'as pas de magasin spécialiste du cargo, t'as pas de magasin spécialiste du pliant, enfin, tu vois, c'est aussi ça. C'est que dans le vélo, tu vas avoir des spécificités et des magasins qui vont être spécialisés dans certains trucs. Donc, du coup, tu es un peu tenu par ça, par ce fonctionnement du marché du vélo. Mais en même temps, on a un peu l'impression aussi que le vélo se masque la face au web. C'est-à-dire que le web, c'est aujourd'hui le web, le vélo sur le web, malheureusement, c'est tenu par des marques chinoises, des trucs qui sont parfois homologués, hein, mais qui font pas plus rêver que ça, des trucs qui promettent des prix défiant toute concurrence, enfin, et qui pour moi vont faire beaucoup de mal au vélo, et surtout au vélo électrique, parce que c'est des produits vraiment très entrée de gamme et qui ne donnent pas une bonne image en fait du produit. Mais c'est eux qui tirent le marché du web en fait aujourd'hui. C'est pour ça, je pense qu'il y a une espèce de rejet du web parce que peut-être que certains fabricants se disent que le web c'est ça sur le vélo. C'est ces produits d'entrée de gamme. Et c'est vrai que je pense que c'est plus dur de faire de la qualité sur le vélo. Après, nous, c'est aussi pour ça qu'on a notre média. C'est pour apporter des réponses et prendre un peu une place justement de conseiller en boutique, si tu veux, mais d'être capable de conseiller aussi bien du Canyon que du Decathlon, que du Trek, du Cannondale, enfin voilà, d'être un peu capable de parler de toutes les marques. Un truc que tu ne retrouves pas finalement dans le marché actuel, ou en tout cas assez difficilement. Aujourd'hui, ces marques bas de gamme, entre guillemets, vous les testez également pour avertir et pour vraiment avoir le cœur net et dire à vos utilisateurs, finalement, c'est pas si mal, ou au contraire, ne l'achetez surtout pas, ou vous refusez tout simplement de les tester, ces marques. On s'est beaucoup posé la question parce que très rapidement on a été contacté par deux, trois grosses marques chinoises comme ça qui font beaucoup de pubs sur Instagram, sur YouTube, tout ça, et qui arrosent un peu tout le monde avec des vélos. On s'est posé la question parce que nous on sait très bien ce qu'on en pense et enfin sincèrement on sait qu'on n'a pas envie de les recommander parce que il y a des spécificités dans ces vélos qui font que ça peut pas être de bons vélos, tout simplement.
Euh, et après, on choisit de ne pas les tester pour l'instant, d'une part parce que ce serait quand même malgré tout donner de la visibilité à ces marques. C'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de faire. Euh, je pense que le marché du vélo doit quand même se tenir à quelque chose qui va pas dégoûter les gens non plus, parce que pour moi, certains vont me dire non mais moi j'ai acheté un vélo électrique à 400 euros et qui affiche des spécificités qui sont incroyables et j'en suis très content. Ça arrive. Après, pour moi, 80% des gens qui vont vers ces achats-là reviennent en disant bah ouais en fait au bout de 3 mois tel truc est mort, j'ai voulu le faire réparer chez un réparateur, les pièces sont pas disponibles. Il y a plein de problématiques derrière, donc pour l'instant, on préfère ne pas donner suite à ça. On a fait récemment un article qui pointait la tendance de certains médias justement à mettre en avant les bons plans sur ces vélos-là. Et aujourd'hui, beaucoup de grands médias qui font de l'affiliation, des grands médias nationaux, ils font de l'affiliation comme ça, c'est-à-dire qu'ils mettent en avant des promos incroyables sur des trucs nuls. Et sincèrement, moi je trouve que c'est grave hein, en tant que média de mettre en avant ce genre de trucs. Et j'ai eu des retours du marché du vélo qui étaient très d'accord avec moi et qui trouvaient que c'était pas normal non plus. Et que peu de gens en parlaient malgré tout. Parce que l'affiliation a souvent aussi un peu cette image négative de promouvoir des produits auxquels on ne croit pas ou enfin même qu'on ne connaît pas finalement. Nous, c'est pas du tout notre vision de l'affiliation. Nous, justement, notre vision de l'affiliation, c'est de permettre aux gens, d'une part, de trouver les meilleurs prix sur les produits qui les intéressent, mais surtout sur les produits que nous, on considère comme de bons produits. Et on cherche pas à gagner de l'argent par tous les moyens. Nous, on cherche à rendre un service à nos lecteurs avant tout. Et pour moi, faire un test de vélo chinois équipé n'importe comment, c'est pas rendre service à un lecteur. Et même si c'est pour dire que c'est pas bien, bah t'as participé un peu au truc pour moi. C'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif, mais tu l'as très bien expliqué. Je l'avais jamais vu comme ça. Quand j'étais éditeur de sites en B2C avant, et parfois je disais, par exemple sur un matelas, je disais franchement ça vaut pas le coup ce matelas, etc. Pas de bonne qualité, vous allez le regretter. Je le disais pendant le Black Friday et le deal était tellement intéressant que les gens, même si je défonçais le produit, ils l'achetaient quand Ouais, même. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Et j'avais l'impression sur certains articles même que le taux de conversion était meilleur si je donnais vraiment mon avis. Et ouais. parce que les gens, ils se disaient, ah bah j'achète, bon ok, il a dit que c'était pas génial, mais ouais, de toute façon, là, le prix est bon, etc. Allez, j'y vais, quoi. Et super contre-intuitif, mais effectivement, maintenant, tu l'exprimes comme ça, je comprends mieux l'état d'esprit dans lequel vous êtes, de dire, Mm. voilà, même de dire pourquoi on ne recommande pas un produit, ça serait de lui donner de la visibilité, et c'est peut-être ce que recherchent ces marques-là aussi. Ils se disent, c'est le prix avant tout, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est clairement ça, hein. Après, de toute façon, des gens qui vont acheter des produits pas chers parce qu'ils sont pas chers, c'est des gens aussi qui auront peut-être, quoi qu'il arrive, pas les moyens de suivre les conseils que tu vas leur donner non plus, tu vois. Donc je juge pas ça parce que enfin, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter ce que nous on considère comme étant un bon vélo électrique, par exemple. Et enfin, je le comprends. Il y a pas longtemps, moi, enfin, j'ai un exemple qui m'a fait très plaisir parce que ma voisine m'a demandé un conseil pour un vélo électrique. Et donc, bah, j'avais fait des recherches un petit peu, j'avais envoyé des trucs. Elle avait pas un budget énorme, donc j'avais regardé un peu du côté de l'occasion. Enfin, voilà, on peut trouver des bonnes affaires comme ça quand même. Et peu de temps après, elle me dit, ah bah j'ai acheté un vélo chez Leclerc, un vélo électrique. Alors il était à, je sais plus quel prix, c'était peut-être 600 euros le prix de départ. Elle a eu 200 euros de remise, plus une aide à l'achat. Donc le vélo, je crois, lui est revenu à 100 euros. Super offre quoi. Enfin, un vélo électrique pour 100 euros. Quelques, je pense quelques jours plus tard, elle me dit, je comprends maintenant pourquoi est-ce que tu m'avais dit en fait de pas faire ça. Parce que en fait, elle se rend compte que son truc, il est hyper limité. Et elle a peut-être payé que 150 euros.
Bon, après, en vrai, l'aide, elle l'aurait eu sur un autre vélo. Enfin, bon, elle va avoir payé que peut-être 400 euros pour un truc qu'elle va pas utiliser finalement parce que c'est trop nul. Et c'est un peu la difficulté aujourd'hui du vélo, c'est que enfin, tu peux trouver des trucs vraiment pas chers, mais trouver des trucs bien, bah, ça demande un minimum d'investissement. C'est comme malheureusement dans beaucoup de choses, t'es obligé de mettre un certain prix avant d'atteindre une certaine qualité. Mais je pense que ces marques-là font du mal au vélo parce que comme dans tous les marchés, quand tu as un produit qui permet à un consommateur de découvrir cet univers, si tu lui donnes un mauvais produit, il va considérer que l'univers est nul en fait. Alors, si tu donnes un vélo électrique à 400 euros à quelqu'un et il va se dire ah c'est ça un vélo électrique, ah c'est nul, j'en ferai pas, je reprends ma voiture, et bah t'as perdu. Et enfin, après je pense que ces marques-là elles en ont rien à faire de toute façon, mais moi c'est pas du tout ma façon de voir le vélo. Moi je vois le vélo comme une solution et comme une réponse à ce qui nous arrive. Donc j'essaye de mettre en avant des choses auxquelles je crois. Après, j'ai tout à fait conscience que ce en quoi je crois n'est pas forcément à la portée de tout le monde. En même temps, il y a quand même cette sensation de se dire, ok, je fais un bon plan, j'ai un vélo à 100 balles, mais derrière, si elle veut se remettre au vélo, elle va redevoir dépenser de l'argent pour acheter un C'est bon ça. vélo. Donc finalement, elle aura dépensé plus d'argent que si elle avait suivi ton conseil en premier lieu. Ouais, Mais ça, effectivement, pour le faire entendre au consommateur qui a un petit budget, bah, c'est pas possible, quoi. Donc, je pense que dans ton discours, il y a clairement ce fait aussi de dire on n'est pas pour tout le monde et on l'assume, quoi. On l'assume, on se dit, nous, on veut parler de produits qualitatifs qui emmènent le marché vers le haut, qui accompagne le consommateur vers de la qualité, vers un style de vie, etc. Et si c'est assumé, je pense que ça se ressent dans votre ton édito, dans votre ligne éditoriale, pardon. Et c'est ça qui fait aussi la force d'un média comme Transition Vélo, je pense. Plutôt que de se dire, ok, mais là, quand même, on laisse un peu d'argent sur la table, allez, on va couvrir les bons plans des produits bas de gamme. Ouais, derrière, il n'y aurait pas vraiment un alignement au niveau édito. Je pense que ça fonctionnerait pas. Mm. ouais, c'est ça. Bah, après, je pense que c'est important pour un média de tenir une ligne éditoriale et vraiment de la défendre en fait. C'est une ligne éditoriale, c'est quand même c'est ce qui nous définit profondément. Donc voilà. Après, je dis pas que, enfin, on n'offrira aucune solution aux gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Au contraire, nous, notre quête, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de trouver les bonnes solutions pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et pour les gens qui en ont plus aussi. C'est plus facile. Plus tu as d'argent, plus c'est facile de trouver des bonnes solutions. Mais voilà, c'est notre quête. Et vraiment, c'est ce qui nous anime aussi. C'est-à-dire que nous, quand on tombe sur des vrais bons plans, des trucs qui sont vraiment intéressants, là, on les partage. Là, c'est quelque chose qui nous intéresse. C'est-à-dire que de dire là, tu vas vraiment trouver un truc à ce prix-là, jamais tu auras un truc aussi bien. Vas-y, là, tu peux foncer. C'est ça, en fait, notre façon de voir les choses. C'est pas là, tu as une super promo, fonce. Parce que la promo pour la promo n'a aucun sens. Très clair. Tu parlais tout à l'heure des partenariats dans le monde du vélo et de l'affiliation qui finalement est peu développée avec les constructeurs ou les revendeurs. Aujourd'hui, sur l'affiliation, vous vendez plus d'accessoires que de vélos? Ou c'est équilibré? Quelle est la proportion? Alors en volume, oui, clairement. C'est l'accessoire et ce qui pèse le plus. Après, en valeur, le vélo rattrape vite l'écart parce que sur un vélo électrique qui en moyenne vaut 2000 euros, notre commission sera forcément plus importante que sur une veste qui va être en moyenne à 60, 100 euros. Donc ça s'équilibre un petit peu. Après, ce qui tire notre chiffre d'affaires aujourd'hui d'affiliation, c'est le vélo. C'est vraiment le produit vélo. En revanche, ce qu'on cherche à développer le plus, c'est justement l'accessoire, parce que c'est là où il y a du volume, et je pense en plus c'est là où il y a des vrais enjeux, parce que c'est pareil, c'est des choses qui vont participer aussi à la pratique. Aujourd'hui, si quelqu'un te demande un conseil pour une veste, tu lui donnes une veste d'entrée de gamme, pareil, ou enfin, pas forcément d'entrée de gamme, mais qui est pas bonne et qui va pas le satisfaire, bah du coup il va pas faire de vélo. Ou alors il faudra qu'il rachète une veste. Enfin, bon, et puis c'est ça en fait. Les équipements pour moi participent beaucoup en fait à tout ça. Et quand tu es bien équipé, il n'y a pas de
Il y a un proverbe qui dit qu'il y a pas de mauvais temps, il y a que des mauvais équipements. Et en fait, c'est ça le vélo, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance de rouler à un endroit où il fait quand même assez beau. Quand il se met à pleuvoir, il pleut fort. On a des bons orages et tout. Moi, je roule toute l'année. Et en fait, je le vis bien parce que je suis bien équipé. Et en fait, c'est une question de préparation. Quand tu vois que dans les pays du Nord, ils font du vélo tout l'hiver, bah, c'est qu'il y a des solutions qui existent. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il faut juste apporter les bonnes solutions aux problèmes et pas essayer de pas faire n'importe quoi, de pas mettre en avant n'importe quoi. Tu faisais un parallèle tout à l'heure entre le monde du vélo et le monde de l'auto. Je sais que sur les programmes, sur le secteur de l'automobile, certains affiliés font du lead pour emmener les utilisateurs à faire des tests de voitures. Et tu disais que tout à l'heure, un acheteur potentiel d'un vélo aime bien le voir, le tester éventuellement, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un modèle à développer là-dessus ou est-ce que c'est vraiment trop compliqué parce que trop fragmenté parmi les revendeurs qui sont des indépendants peut-être, ce ne sont pas des franchises ou des chaînes? Alors, il y a des franchises et des chaînes qui sont un peu plus importantes. Aujourd'hui, enfin, c'est pas un truc en tout cas que nous on travaille parce que c'est des développements commerciaux qu'on sait pas forcément non plus trop mener, tu vois. On reste journaliste avant tout. Donc, toute la partie commerciale, c'est aussi des trucs qu'on découvre. On apprend aussi un peu de tout ça. Après, je note l'idée, en revanche, qui est intéressante parce que je pense on va y venir de toute façon, et je pense que ça va être un moyen aussi pour les marques de soutenir les revendeurs. Parce que, enfin, le duo marque-revendeur est vraiment très très fort dans le monde du vélo, et il y a une vraie interdépendance et ils se soutiennent l'un l'autre en fait. Donc, et les revendeurs attendent beaucoup d'aide de la marque aussi, que ce soit du support marketing, tout ça. Donc, je pense effectivement que ça peut être intéressant de développer plus ce truc-là. Effectivement, c'est clair. C'est une transition parfaite sur la monétisation. En préparant ce podcast, tu m'as dit que vous aviez pensé dès le lancement du site votre média pour l'affiliation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ce que ça veut dire, c'est que on avait un exemple qui était les numériques et qui est un site qui a été bâti autour de l'affiliation, donc par des gens qui ont développé derrière des solutions spécialisées quand même, donc avec Affilize. Et, euh, et en fait, on savait comment ça fonctionnait l'affiliation. C'est-à-dire que on avait cette conscience que justement pour nous, l'affiliation qui marche, c'est une affiliation qui est basée sur un contenu expert, mais c'est aussi une affiliation qui est assumée. C'est-à-dire que l'affiliation pour nous ne doit pas se résumer à un article où tu as trois liens vers un bon plan et c'est tout. Pour nous, il doit y avoir déjà une proposition sur. On voulait que tous les produits dont on parle puissent être trouvés au meilleur prix. Et donc en fait, on a conçu notre site autour du produit parce que c'est vraiment le truc central chez nous. Et donc le produit est lié à un prix et donc une offre. Et cette offre va être disponible chez tel marchand, tel marchand, tel marchand. Et donc là-dessus, bah, on travaille avec Affilize, donc, qui propose une solution qui est, on va dire, clé en main, alors qu'on a un peu adapté à notre sauce quand même pour l'intégrer justement assez profondément à notre média, pour être capable d'automatiser certaines choses. Mais surtout, ça nous permet en fait d'avoir un lien avec énormément de revendeurs sans jamais avoir de lien avec ces revendeurs finalement. Parce que c'est Affilize qui va faire l'interface entre les deux. Et aujourd'hui, il y a tellement déjà de plateformes d'affiliation qui regroupent des revendeurs et tellement de revendeurs sur ces plateformes que quand tu dois tout gérer séparément, c'est vraiment un boulot à plein temps, je pense. On n'avait ni le temps ni les compétences pour assumer ce type de travail. Donc la solution d'Affilize pour nous était évidente. Bon, au-delà du fait en plus qu'on connaît bien Vincent et Florent, donc, qui sont des appuis pour nous euh, voilà, technique et il nous donne des conseils, enfin c'est important aussi. Mais on avait vraiment envie de construire notre site autour de ça parce qu'on savait que c'est une source de rémunération qui, quand elle est bien gérée, vient compenser largement justement des moments de moins bien sur un marché publicitaire, par exemple.
Et c'est important, et j'ai vraiment vu ça au numérique, que l'affiliation te permet de te détacher beaucoup plus de ta dépendance à ta pub, ton display ou ton sponsor, enfin d'autres formats. Mais du coup, tu es un peu plus détaché de l'annonceur, un peu plus libre et un peu plus indépendant en fait finalement. Et c'était pour nous vraiment une condition incontournable à la création de notre site et surtout, enfin, on savait que ça nous permettrait d'avoir des revenus assez rapidement pour, on va dire, payer les choses courantes en fait de l'entreprise, quoi. Tu m'expliquais également que selon vous, c'était compliqué de plugger le modèle content commerce affiliation sur un média existant qui n'a pas été pensé pour l'affiliation. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus et peut-être donner des exemples ou des choses que tu as observées? Bah, pour moi, en fait, ce qui est compliqué, c'est d'une part que techniquement, l'affiliation, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit bien présenté aussi. Je pense que les sites d'affiliation qui ont pullulé ces 10 dernières années, peut-être, qui mettaient par exemple que des produits Amazon, qui faisaient des tops de produits Amazon qu'ils n'ont jamais vus, enfin, mettent en forme des trucs qui sont pas très jolis, pas très incitatifs finalement, qui donnent pas très confiance non plus. Donc je pense que tu as quand même un besoin d'avoir un environnement déjà graphique et d'intégration de ton affiliation qui soit intéressant. Le tableau de prix pour ça, on sait d'expérience que c'est quelque chose qui marche assez bien parce que ça te montre vraiment les différents prix qu'il peut y avoir chez les différents marchands. Et tu sais que quand tu vas choisir ce marchand-là, c'est parce qu'il sera à tel prix alors que tel autre était à tel autre. Ça apporte de la crédibilité aussi à ton affiliation. C'est-à-dire que tu n'es pas juste là à dire achetez ce produit chez tel marchand. Tu dis si vous voulez acheter ce produit, achetez-le là parce qu'il est 10 euros, 100 euros ou 1000 euros moins cher que chez tel autre. Et c'est ça aussi, je pense, qui donne de la force à l'affiliation. Donc cette mise en avant là est importante. Donc tu peux pas le faire n'importe comment. Euh, donc après, ça demande du temps de développement. Forcément, pour un gros média, ils ont les moyens de faire ces développements-là. Après, je pense aussi que l'affiliation ne se travaille pas. En tout cas, si tu veux pérenniser le truc, ça doit pas se travailler justement sur du bon plan dégueulasse. Pour moi, les gros médias qui aujourd'hui font de l'affiliation le font pas forcément très bien parce que, en fait, ils misent trop sur ils le font pas très bien. Ils le font de la manière qu'ils savent le faire, c'est-à-dire qu'ils font du volume, ils font énormément de volume. Ils ont une puissance pour être poussés sur les différents Discover, tous ces trucs qui te mettent en avant un article, ils ont une puissance qui est monumentale, ils le savent, euh, et en fait ils s'en servent pour mettre en avant des promos qui sont pour moi pas intéressantes, mais en fait ils vont la pousser à tellement de monde que sur le nombre qu'ils vont avoir, ils vont forcément faire un peu d'argent. Et pour moi, cette stratégie-là va marcher pour un très gros média qui a cette puissance-là et qui a presque déjà en fait une telle aura qu'il va pas non plus trop se décrédibiliser finalement parce que je suis pas sûr que Ouest France ou le Parisien perdent en crédibilité parce que ils ont fait un bon plan sur un vélo chinois à 400 euros complètement nul. Parce qu'à côté de ça, ils ont quand même une rédaction qui est sérieuse et de toute façon, c'est pas la même rédaction qui participe à l'écriture de ces contenus. Moi, je trouve personnellement que, en tant que journaliste, j'ai pas envie de voir mon média mettre en avant ce genre de choses. Mais du coup, je pense que t'as besoin d'avoir des contenus qui sont des contenus de qualité. Parce que nous, quand on va faire un article sur un bon plan qu'on va trouver, un vélo par exemple qui est moins cher que d'habitude, on va expliquer tous les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire qu'on va donner toutes les clés à la personne qui va arriver pour lui dire, OK, là, tu as une info, c'est ce vélo est à tel prix, c'est tel pourcentage moins cher que d'habitude, à quoi tu peux t'attendre avec ce vélo, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, qu'est-ce que tu vas pas pouvoir faire, et enfin, on n'hésite surtout pas à donner des points négatifs dans les bons plans, au contraire, on a envie que les gens soient confiants que ce qu'ils achètent, euh, bah ça va être vraiment tel produit, quoi. On veut pas qu'il y ait de surprise pour eux. Et que le prix ne soit pas le seul driver d'achat pour eux. Même si c'est le principal hein, pour beaucoup de choses. Mais on pense que cette affiliation, du coup, mérite à la fois une mise en forme et un travail sur le fond qui fait que tu peux pas le faire n'importe comment. Et en tout cas, ça te demande de t'adapter beaucoup, je trouve.
Je trouve qu'adapter du contenu d'affiliation sur n'importe quel média, c'est pas forcément facile. Après, c'est toujours plus facile quand tu parles beaucoup de produits, parce que bah, le produit, c'est la base de l'affiliation. Donc, c'est forcément plus simple. Nous, on parle beaucoup de produits et de toute façon, c'est aussi ce qu'on aime faire. Donc, c'est plus simple. Après, un média qui parle pas beaucoup de produits, qui est beaucoup sur, je sais pas, de l'usage ou du sociétal ou quoi, c'est plus compliqué parce que tu fais rentrer un peu l'affiliation au chausse-pied dans ton média, dans ta ligne éditoriale. Pour moi, ça a moins de sens. Je pense que le design de votre site et l'UX joue également une bonne part dans la conversion et dans l'intégration de l'affiliation. Vous avez développé vous êtes sur WordPress, c'est ça? Ouais. Et vous avez un thème, donc une template qui est customisée Oui. pour Transition Vélo. Vous avez fait appel à un freelance, j'imagine, ou Ouais. une agence. Ouais, ouais. Ok. Enfin, en fait, justement, Mathieu et Tanguy connaissaient un développeur avec qui ils avaient travaillé il y a très longtemps et qui est quelqu'un de très talentueux, donc Olivier Pousset pour ne pas le nommer, qui est quelqu'un de très très doué, qui nous a vraiment, enfin, en fait, il a compris exactement ce qu'on voulait. Nous, on avait des idées très précises justement dans la manière dont on voulait mettre en forme nos pages, avec les fiches produits. Enfin, on s'est beaucoup appuyé sur les numériques, hein, on va pas se mentir, sur la mise en forme du truc. On savait comment on voulait les construire. On lui a donné la liste de ce qu'on voulait et il nous l'a fait quoi. Avec un petit travail de graphiste à côté. Par un graphiste aussi qu'on a embauché en free pour ça, qui nous a fait un logo dont on n'est pas peu fier. Enfin voilà, je pense qu'on a réussi à avoir cette forme en tout cas qui nous correspond, qui est à la fois légère, agréable, mais pas non plus trop passe-partout, trop bateau. On a l'impression d'avoir créé quand même quelque chose qui a un minimum d'âme, on va dire. Et ce qui impacte aussi, je trouve, il- enfin, je vais sur Transition Vélo, là je suis en train de scroller sur la Mhm. homepage. Le site inspire confiance en fait. Je sais pas pourquoi. Enfin, tu vois, tu parlais des sites qui font des promos à tout va ou des sites de piètre qualité, etc. Direct, j'arrive sur Transition Vélo. Je sais que ça va pas être un site qui a fait des tests de produits sans jamais les avoir entre les mains. Alors, il y a les photos de vos tests, donc on voit que c'est pas des photos fournies par les fabricants ou les revendeurs. Il y a ça, mais ouais, je sais pas, il y a un truc qui fait que le site inspire confiance. Euh, donc, j'invite tout le monde, tous les auditeurs à prendre un peu de temps et aller sur transitionvelo.com. Je mettrai tous les Moi liens aussi, moi aussi. aussi, je les invite à le faire. Même plusieurs fois, Ouais. acheter des vélos. Euh, mais ouais, pour découvrir ça, alors c'est pas forcément quelque chose de très, je peux pas dire exactement, ah, c'est grâce à ça, mais il y a un certain, il y a une certaine vibe qui fait que le site fait sérieux et donne envie de passer du temps dessus. C'est pas chargé, c'est Mm. pas, ouais, c'est agréable à lire. Je prends Et tous ces compliments, hein, je les prends ouais, volontiers. bon, il faut que je trouve quelque chose de mal à dire. Bah, justement, enfin, c'est pas vraiment du mal, mais j'étais surpris en regardant votre site. Vous n'avez pas succombé au- comment dire, à la facilité, entre guillemets, de mettre des bannières de partout. Euh, Mais alors, vous c'était faites c'était une parfois des volonté. bannières. Oui. Ouais. En fait, nous, on avait vraiment une volonté, une vision là-dessus. Nous, on a lancé ce média avec beaucoup d'idéalisme. Je pense que comme beaucoup de journalistes, on a une vision un peu idéale du média. Et bah, quand tu crées ton propre média, tu peux te permettre de dire, bah, moi, je vais essayer de tendre vers mon idéal. Et notre idéal était justement un site. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus aujourd'hui que d'aller sur un site où il y a des pubs partout. Aujourd'hui, on voit des sites où il y a des pubs sur les images, qui s'affichent par-dessus les images. Enfin, moi, je trouve que ça décrédibilise totalement le média. Et il y a des médias sur lesquels je vais, le sujet m'intéresse, je vais dessus et je suis bombardé, je quitte, je ne lis pas, ça m'intéresse pas. Bon, je leur ai offert mon clic, mais je leur ai pas offert mon temps de lecture, ça c'est sûr. Parce que enfin, je pense que les médias sur le web ont un peu perdu les pédales aussi.
Des fois, je me demande, mais est-ce que les gens qui créent ces sites vont eux-mêmes sur Internet? Ou alors est-ce que eux aussi ils utilisent des fameux adblocks qui leur font tant de mal? Et en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Nous, on essaie de proposer un site qui soit le plus clean possible parce que c'est aussi un peu notre vision du monde, entre guillemets. C'est-à-dire que, voilà, transition vélo, on va dire qu'il y a quand même un message derrière. Et ce message, il peut pas s'appliquer. Enfin, bon, il y a quand même une vision commerciale, faut être honnête aussi un minimum, hein. Mais on essaie de le faire de la manière la plus propre possible. Et pour nous, notre média devait être propre sur ce point-là. Voilà, on voulait pas de bannière Google Ads avec des trucs qui clignotent, des trucs qu'on maîtrise pas forcément. Enfin, même si tu as quand même un minimum de maîtrise, mais on voulait pas de ça parce que d'une part, on savait qu'au départ, les revenus générés par ces trucs-là sont assez négligeables finalement, et c'est pas ça qui change la donne. En revanche, c'est ça qui change la donne justement sur la perception de ton média. C'est-à-dire que nous, on est arrivé avec un média où les gens sont venus. Alors certes, ça nous a pas rapporté d'argent parce qu'il n'y avait pas de pub. Mais ces gens se sont peut-être dit, ah bah voilà, c'est un média qui est lisible, qui est clair, j'y reviendrai avec plaisir. Et peut-être aussi, c'est un média sur lequel, quand ils reviennent, ils se disent, ah mais je suis déjà venu là. Parce que comme quand tu viens depuis Google, tu sais pas forcément sur quel média tu arrives, tu cliques sur le premier lien. Et voilà, donc d'essayer d'être identifiable aussi par ça, c'était important. Et surtout, ça nous permettait de contrôler donc cet environnement pour l'internaute, d'une part, donc de lui offrir un cadre vraiment où tu te sens pas harcelé en fait, et où le contenu a le plus d'importance. Et en même temps, vous voulez aussi offrir, on se dit pas, on va pas faire de display, on se dit on va juste le faire différemment et on veut le maîtriser totalement. Et donc on propose nous en display un unique format qui est un format qu'on appelle anti-adblock puisque on va mettre une image, donc c'est un JPEG qu'on va mettre sur toutes nos pages et qui va être affiché du coup à 100% de nos lecteurs puisqu'il ne sera pas bloqué, il ne sera pas considéré comme étant une pub. Alors, on essaye d'éviter tous les trackers aussi. C'est vrai que du coup, c'est assez difficile parce que aujourd'hui, on a travaillé déjà avec des agences, des grosses agences finalement, qui ont du mal à sortir de ce carcan du tracking parce que bah, c'est aussi comme ça qu'ils fonctionnent, hein, c'est normal. Ils ont besoin de remonter les chiffres, tout ça. Mais on va travailler là au mois d'octobre avec une marque de vélo qui nous fait confiance là-dessus. Notre pub, c'est une image et un lien vers leur site. Voilà. C'est simple, basique, affiché à tout le monde. Ça pète pas dans tous les sens. C'est en plus, enfin voilà, on essaye d'avoir des créas qui sont pas horribles. On essaye d'avoir des trucs qui sont assez jolis. De toute façon, les annonceurs n'ont pas d'intérêt à avoir des créas horribles, hein. Pourtant, il y en a qui le font. Mais c'est voilà, on essaye d'avoir aussi cet environnement qui va être finalement très confortable pour l'annonceur parce que il saura que le jour où il affiche chez nous, ben, il n'y a que lui qui affichera chez nous. Et du coup, le lecteur qui vient chez nous, il prend une semaine. Ben, pendant une semaine, le lecteur, il ne voit que lui. Et c'est, je pense, une espèce de relation un peu plus qualitative que tu peux avoir avec un annonceur que de le faire passer par en fait une régie qui fait tourner les pubs aux enchères. Voilà, nous, on vendra. Enfin, après, c'est difficile aussi de parler de prix aujourd'hui parce que on est jeune et donc on s'adapte. Mais peut-être qu'un jour, ce sera un peu plus cher que ce qu'ils auraient obtenu via des enchères. Mais ce sera infiniment de meilleure qualité pour eux et pour nos lecteurs. Donc c'est, je pense, très important. Et c'est un truc vraiment auquel on tient aujourd'hui et qui est possible, je pense, parce que l'affiliation. L'affiliation étant un pilier qui va te permettre bah, de te dire sur la pub, je suis un peu plus exigeant aussi. Et on a les moyens d'être exigeant pour l'instant, donc faisons-le. Si ça se trouve, dans 2 ans, on dira bon bah finalement ça marche pas et on changera d'avis. Moi, je pense qu'il y a une vraie place pour la qualité sur le web. Ce display, vous allez le mettre en place dans le cadre d'une OPS, d'une opération spéciale avec un annonceur. Donc ça va être un dispositif beaucoup plus élaboré que simplement de la bannière. Alors là, en l'occurrence, oui. Alors ce qu'on a déjà fait, c'est vraiment de l'affichage simple, de la bannière simple. On l'a déjà fait sans autre format autour. Là, on va travailler avec une marque de vélo qui a un lancement en fait d'un modèle qu'elle veut mettre en avant.
Et du coup, on va avoir du display, mais on va aussi avoir des OPS autour d'autres formats, notamment un format sur YouTube qu'on a qui s'appelle l'actu vélo à vélo, qui est un format hebdomadaire d'actualité vélo, donc avec du sponsoring là-dessus. Et on va probablement travailler aussi sur de la vidéo en sponsorisé avec cette marque. Enfin voilà, en fait, on propose des formats. Nous, ce qu'on voit sur de l'OPS, c'est que le vélo, c'est un milieu qui est quand même très sympa, très cool. C'est facile de parler de vélo. C'est quelque chose de positif, le vélo. Donc en fait, il y a plein de choses à raconter et je pense qu'on peut du coup faire du sponsor de très bonne qualité sur le vélo. Parce que tu peux raconter des choses qui sont toujours intéressantes. Tu vois, tu vas pas être sur du rabâchage bête et méchant d'informations marketing, tu vois. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes à raconter dans le vélo. Il y a des expériences à faire vivre aux gens. Enfin, c'est un vrai truc sympa et du coup, là-dessus, c'est pareil. On sait qu'on peut proposer plein d'idées parce que nous, créer du contenu, finalement, c'est notre métier en tant que journaliste. Alors c'est vrai que euh, là, on est un peu sur la phase où on se dit, bon bah, donner des idées aussi pour du sponsor, c'est un peu moins journaliste que ce qu'on aimerait. Après, on a aussi une casquette de chef d'entreprise dans un sens. On est obligé un peu de jouer tous les rôles, mais c'est pareil. Enfin, c'est des choses qu'on a envie de maîtriser pour ne pas se dévoyer justement. Et notre objectif, c'est de ne jamais avoir honte d'un contenu qui sera chez nous. Je sais pas si c'est l'objectif de tout le monde, mais il y a des contenus que j'aimerais pas voir chez moi. Donc on a encore de l'exigence aussi là-dessus et encore une fois, on est peut-être naïf d'avoir autant d'exigences, mais si un moment pour en avoir, je pense que c'est vraiment au début, pour asseoir aussi un peu ta position et même ta posture, je dirais, vis-à-vis du marché. Tu parlais de YouTube et tu expliquais notamment que vous l'avez lancé plus tôt que prévu. Ouais. C'était un peu un accident où vous vous êtes dit, tiens, YouTube, on doit le tester de toute façon, autant s'y mettre maintenant. Comment ça s'est passé? C'était pas du tout un accident, c'était plus en fait YouTube, bah du coup la vidéo en général, ça demande quand même des compétences spécifiques qu'on n'avait pas forcément. C'est-à-dire que nous, on sait passer devant une caméra, après la tenir et faire le montage, bah c'était pas forcément nos métiers. On avait des connaissances très basiques, mais on a bien senti qu'il y avait une demande très rapidement des marques. Est-ce que vous faites de la vidéo? Enfin voilà, tout le monde nous en a parlé. Et puis de toute façon, on sait que c'est quand même un canal qui est impossible à négliger aujourd'hui parce que c'est ce qui parle quand même à une tranche de population qui va plus sur les sites comme le nôtre. Donc et même en fait des gens plus âgés aujourd'hui ne consomment plus de la vidéo sur YouTube ou sur autre chose. Donc on s'est dit on va le tenter. On s'est dit là on a un vélo intéressant, on essaye. On fait un plan, voilà, on filme, on fait un montage comme on peut. Du coup moi je me suis collé au montage. J'ai découvert Final Cut Pro et je m'en suis sorti en fait. J'ai réussi à faire un truc dont j'ai pas honte. Alors il y a des trucs au début quand je les revois, je me dis ah ouais, je faisais comme ça. Et c'est vrai que j'ai progressé. On a progressé aussi sur le tournage, enfin sur l'organisation qu'on a. On est devenu beaucoup plus efficace. Mais bah en fait, on s'est rendu compte surtout que ça marchait vraiment parce que nos premières vidéos ont vraiment fait des audiences auxquelles on s'attendait absolument pas. À une époque où on avait 4 followers sur YouTube, on avait des vidéos qui dépassaient déjà les 10 000 vues. Enfin, c'était voilà, c'était pour nous déjà des démarrages qui étaient presque inattendus, quoi. Et, euh, et donc on s'est dit bah c'est parti. De toute façon, on a commencé, on va pas s'arrêter. Et donc on a intégré YouTube à notre routine finalement. Donc on propose du test, donc un format de test, une déclinaison en gros du test qu'on produit sur le site en vidéo. On va proposer aussi des petits reportages quand on va sur un salon, on va avoir des nouveautés, des trucs comme ça, on va faire des petits reportages. Et surtout, le format dont on est le plus fier, j'ai envie de dire, c'est l'actu vélo à vélo. Donc c'est vraiment une émission hebdomadaire dans laquelle on parle de 3-4 actus qui ont marqué le monde du vélo. Alors le monde du vélo auquel on s'intéresse, c'est-à-dire le vélo urbain, le loisir grand public, mais on va pas parler du Tour de France ou ce genre de choses, hein.
c'est vraiment ça. Et c'était, je pense, un des premiers formats auxquels on avait pensé bien avant même de se dire on va lancer la chaîne YouTube. C'est se dire on va parler de vélo, mais sur un vélo. Parce qu'en fait, pour nous, c'était ce qui avait le plus de sens. C'était de se dire, bah, on parle de vélo, pourquoi pas le faire sur un vélo? Et en fait, on a trouvé un moyen, caméra 360, GoPro, bam, et puis en fait, on tourne un format qui est assez simple, assez naturel. Et je pense que ça plaît pas mal parce qu'il y a de la spontanéité, il y a mine de rien de l'info, et on montre des images aussi de produits qui sont intéressants. Et c'est une autre façon d'aborder le truc. Voilà, je pense que c'est un format qu'on essaie de faire tenir entre 5 et 7-8 minutes quand ça déborde un petit peu, et qu'on essaie de, voilà, un rendez-vous hebdomadaire. Et en fait, très rapidement, on a eu des gens qui nous suivaient toutes les semaines et qui nous disaient, ah, c'est super ce que vous faites, toutes les semaines, j'attends ce moment. Et pour nous, c'était presque lunaire de se dire, mais attends, il y a des gens qui apprécient vraiment ça et qui toutes les semaines reviennent. Et en fait, aujourd'hui, bah, on a un format qui attire 5, 6, 7, 8 000 personnes toutes les semaines. Et voilà, et c'est des gens qui nous suivent vraiment. C'est très gratifiant aussi pour ça, YouTube, parce qu'il y a je pense, une proximité qu'on peut mettre en place un peu plus facilement. Il y a des gens toutes les semaines qui nous disent merci et qui commentent voilà tous les jours, enfin toutes les semaines un peu l'actualité. C'est super, ça crée vraiment un échange et ça montre qu'on a un format qui plaît et qui nous apporte aussi pas mal d'abonnés. Là aujourd'hui, on a une chaîne YouTube qui approche. Je pense que demain ou après-demain, on devrait passer les 5000 abonnés. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui a démarré plus fort que prévu et en fait bah, on s'est formé dessus et puis voilà, maintenant on le fait. En lançant votre chaîne YouTube, vous aviez enfin, tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'avais pas forcément d'objectifs très chiffrés, etc. Mais vous aviez quand même une volonté de monétiser cette audience ou c'est vraiment asseoir la notoriété de Transition Vélo, développer la marque, développer la présence? Bah, il y avait quand même une volonté de monétiser parce que YouTube c'est tellement de temps, tu peux pas te dire ça peut pas me rapporter d'argent. En tout cas, ça peut pas être au moins un moyen d'en gagner un petit peu. Alors la monétisation aujourd'hui nous rapporte, enfin vraiment c'est négligeable parce que ça nous rapporte parce qu'on on n'est pas suffisamment gros et on fait pas suffisamment d'audience pour que ce revenu-là soit important. En revanche, c'est surtout un support aussi derrière pour les annonceurs, c'est-à-dire qu'on est capable de produire de la vidéo aussi sponsor, on va être capable justement de proposer le sponsoring de notre émission hebdomadaire. C'est c'est aussi ça qui est intéressant sur YouTube, c'est que tu vas avoir ces choses-là. Après, l'affiliation marche un peu aussi sur YouTube. C'est pas facile à faire parce que ça fonctionne sur certains trucs, ça demande de travailler des formats très spécifiques, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore trop pris le temps de le faire, mais c'est un truc qui, on sent, peut être intéressant aussi. Mais, euh, mais c'est vraiment notre deuxième média YouTube. C'est-à-dire qu'on a vraiment le site et la chaîne, et on sent qu'il faut travailler la chaîne comme étant un média à part entière. Enfin bon, après, je pense que c'est un peu le cas pour tous les médias sociaux, c'est qu'il faut pas espérer trop comment dire, de perméabilité entre les audiences, parce que quelqu'un qui te suit sur YouTube viendra peut-être jamais sur ton site en fait. Et on se rend compte qu'il y a des questions en fait qu'on nous pose. Si la personne était allée sur le site, elle aurait eu la réponse. Mais en fait, c'est juste des canaux qui sont tout à fait différents et qu'il faut vraiment penser un peu séparément, de manière un peu complémentaire, mais en même temps, voilà, à part, et se dire qu'une vidéo YouTube va vivre seule sa vie de vidéo YouTube et qu'un test sur le même produit sur le site va vivre aussi seul. Intéressant. Est-ce que vous avez d'autres plateformes que vous utilisez pour développer votre business aujourd'hui? Alors, en fait, au début, on est un peu allé partout. C'est-à-dire qu'on a créé un compte sur Twitter, enfin X, sur Insta et sur TikTok. Après, en fait, on s'est surtout rendu compte d'une chose, c'est que les réseaux sociaux, c'est un truc qui demande à être travaillé très spécifiquement. C'est un métier, quoi. C'est vraiment, enfin, on en avait peut-être pas assez conscience avant, et je m'excuse auprès des gens qui ont pu s'occuper des réseaux sociaux sur les numériques avec qui j'ai pu travailler.
C'est vraiment pas facile parce que c'est des trucs qui se travaillent vraiment spécifiquement. Pour nous, c'est encore un truc un peu flou. Instagram, aujourd'hui, je crois qu'on est presque à 800 abonnés. Mais c'est le flou pour nous. On sait pas trop comment ça marche. Malheureusement, on commence à être peut-être un peu trop vieux aussi pour avoir toutes les clés. Pourtant, je ne m'estime pas forcément trop vieux, mais il y a des trucs comme ça. TikTok, c'est pareil. C'est un truc, on sent qu'il faudrait le travailler de manière vraiment spécifique. Et en fait, on n'a pas trop le temps non plus d'adapter tous nos contenus à chaque fois à telle plateforme ou telle plateforme. Aujourd'hui, on a plus une stratégie qui va être de décliner ce qu'on fait sur YouTube, un peu sur Insta et sur TikTok. On peut pas dire que ce soit un truc qui cartonne pour l'instant, même si on commence à avoir des formats qui marchent un peu plus, notamment sur Instagram. Là, récemment, on a une vidéo qui a dépassé sur Instagram, je crois qu'elle était à plus de 110 000 vues, donc c'était un résultat qui pour nous était significatif et qui nous a apporté pas mal de nouveaux followers, mais c'est difficile parce que c'est des choses qu'il faut vraiment travailler spécifiquement, les réseaux sociaux, et tu travailles pas Insta comme tu travailles TikTok. X, on a un peu mis de côté parce que c'est pareil. En fait, on avait une volonté de faire un truc. On voulait faire un peu des threads à chaque fois qu'on faisait un article, c'est-à-dire de se dire, de toute façon, les gens sur les réseaux sociaux, ils vont pas venir sur notre site. On voulait pas se servir des réseaux sociaux comme étant une passerelle vers notre site. On voulait se servir de ça comme un point de notoriété, et même en fait un média un peu à part entière. Et en fait, sur Twitter, ça n'a jamais trop décollé. On n'a jamais su trop mettre en avant nos trucs. Voilà, on s'est dit, ça nous prend trop de temps, ça nous rapporte rien en termes d'audience ou d'intérêt. Enfin voilà, on a mis de côté. Instagram, on sent qu'il y a peut-être un peu plus de choses à faire, mais voilà, encore une fois, il faut qu'on arrive à travailler des formats spécifiques. Sur les salons, on arrive plus à avoir des trucs un peu plus vivants, plus dans l'esprit de, de ce que demande la plateforme. Mais c'est vraiment, c'est peut-être le truc le plus dur que j'anticipais pas vraiment. J'avais pas conscience que c'était si difficile d'être bon sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc en fait, les trucs que je vois passer sur LinkedIn, voici le prompt ChatGPT pour décliner votre article en Insta, Facebook, X, etc. Ça fonctionne pas, quoi. Après, on s'est jamais non plus trop donné les moyens, tu vois, d'utiliser ces outils-là. Et peut-être que c'est une erreur, hein, et qu'il y a des trucs qui fonctionneraient très bien. Encore une fois, tout ça, ça demande du temps, en tout cas, au moins au départ. Et c'est notre denrée la plus rare aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est que on est obligé de se consacrer à des trucs. Notre première volonté quand on a créé le site, c'était d'avoir un site de bonne qualité, fourni et voilà, qui réponde déjà à nos attentes. Là-dessus, je pense on est dans les clous de ce qu'on voulait faire. YouTube, on attend la même chose, c'est-à-dire on essaye d'avoir du contenu de qualité, récurrent. Donc là-dessus, on est aussi plutôt content de nous. Le reste, on fait comme on peut pour l'instant, parce que bah ça demande des moyens qu'on n'a pas forcément, et je suis sûr qu'il existe des solutions, hein, qui nous faciliteraient la vie, mais pour trouver des solutions, il faut les chercher et ça demande du temps. Ça demande du temps. Tout ce qui est automatisation, moi j'ai un peu testé, etc. Alors oui, ça fonctionne dans le sens technique, c'est-à-dire qu'effectivement, tu peux facilement partir d'un article et le décliner en post X, Mm. publication Instagram, etc. Mais derrière, j'ai l'impression que ça, pour vous, d'après ce que je comprends de votre état d'esprit, de ce que vous voulez communiquer, de comment vous souhaitez le faire, je pense que ça serait pas forcément très très adapté et que finalement il y aurait vachement de contrôle et de retouches à faire que Mhm. finalement ça vaudrait pas vraiment le coup. C'est ça, et puis en fait, on se rend compte que ce que font les outils, parce on a essayé un petit peu quand même, on ne peut pas dire qu'on n'a pas du tout essayé, mais on a essayé un petit peu, tu vois, de générer automatiquement certains trucs. En fait, on se rend compte que le temps qu'on passe à faire générer le truc, finalement, ça nous prend quasiment autant de temps de le faire nous-mêmes. Sur certains trucs, on est un peu des robots aussi, c'est-à-dire qu'on sait écrire de manière simple, concise, basique. Voilà, c'est presque le plus facile pour nous parce que ça fait 10 ans qu'on écrit, enfin moi ça fait 10 ans que j'écris sur le web, Mathieu Tanguy ça fait 20 ans.
on sait être concis, on sait, voilà. C'est pas forcément là-dessus que, c'est plus sur des stratégies en fait qu'on aurait besoin d'un apport finalement. Comment est-ce que, enfin, quels sont les formats qui vont mieux marcher sur Insta par exemple? Peut-être qu'il y a des trucs qu'on fait qui fonctionnent pas trop. Après, il y a des gens qui nous disent, moi j'aime bien ce que vous faites. Alors, ben, il fait partie des 50 personnes qui voient certains trucs et ils nous disent, bah moi j'adore ça. Bon bah peut-être qu'un jour ils seront plus, mais c'est vrai que pour l'instant il y a un côté un peu frustrant aussi, mais bon, c'est comme tout, ça, enfin, je pense que ça finira aussi par marcher quand on aura le temps et les moyens de le développer. On n'a pas parlé de newsletter, est-ce que c'est quelque chose que vous explorez? Bah c'est un peu pareil, c'est quelque chose qui est en projet depuis le début, mais sur lequel on s'est jamais plus penché que ça pour des raisons pareilles, encore une fois, problématiques de temps et de technique, c'est-à-dire que pour faire un truc qui, en fait, on n'a pas envie de faire des trucs basiques et sans âme. Nous, quand on lance un format, quel que soit le truc, on a envie de le faire bien. Donc forcément, quand tu veux bien faire les choses, ça demande du temps aussi pour les mettre en place, et ça demande des compétences qu'on n'a pas forcément nous là tout de suite. Donc, en fait, la newsletter, c'est marrant parce que c'est un truc où tout le monde nous en parle. Moi, je sais qu'à titre personnel, la newsletter, c'est un truc qui ne m'intéresse pas. Je n'en suis aucune. Je trouve que c'est vieillot, c'est daté, enfin voilà. Mais j'estime pas que mon avis est universel, loin de là, puisque je sais que s'il y a une telle demande aussi de newsletter, c'est que bah, c'est un format qui marche aussi. Ça va être, je pense, un de nos projets en 2025, en tout cas, de développer ça. On ne sait pas encore exactement quelle forme ça va prendre, quel format on aimerait avoir. Mais on a envie de faire un truc qui soit un peu à l'image du reste, quoi. Donc, de bonne qualité, qui soit pas juste un mail balancé avec un résumé de 4 actus, quoi. On aimerait avoir un peu plus d'âme. J'ai vu une stratégie intéressante d'un éditeur américain qui est spécialisé. Il a un site, il y a un peu comme Transition Vélo, mais sur le sport en général. Et ils font vraiment des tests ultra quali, etc. Et ils ont lancé une newsletter, mais au lieu de lancer la newsletter en modèle B2C pour communiquer avec leur audience, ils ont lancé leur newsletter côté B2B. C'est-à-dire Mhm. qu'ils partagent des infos auprès bah, de leurs clients, des revendeurs, des fabricants, etc. Et j'ai trouvé que c'était super smart parce que ça permettait de diversifier, en même Ouais, temps de t'imposer un peu comme le référent de ta thématique. Et potentiellement derrière, tu peux aussi monétiser parce que tu vas choper bah, des clients pour faire du sponsor ou même peut-être que quelqu'un voudra sponsoriser ta newsletter, etc. en ouais. B2B. Et j'ai trouvé que c'était un modèle super intéressant et je mettrai les liens en description si ça t'intéresse également de regarder un peu ce Ben, qu'ils font. ouais, ça m'intéresse. Mais de toute façon, le B2B, c'est une des pistes aussi qu'on évalue. On n'est pas encore arrêté. Est-ce que ce sera B2B, B2C? Ok. Les deux. Enfin voilà, moi je pense qu'il y a un vrai intérêt. Le marché du vélo, c'est un marché où il y a beaucoup de professionnels justement Mhm. et des professionnels qui s'intéressent vraiment au vélo et je pense qu'il y a des choses à leur raconter peut-être d'une manière un peu différente de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Mais encore une fois, c'est du boulot quoi. Ouais, puis c'est une question de se concentrer. Effectivement, des idées, ça manque pas, mais je pense que si vous avez le succès que vous avez après un an et demi en termes de trafic sur votre site, etc., c'est également aussi le fait que vous dites, bon, bah, ok, on préfère limiter les choix et les endroits où on est diffusé, où on se diffuse, mais on fait bien et puis on y va petit à petit, quoi. Ouais. Donc, Oui, c'est important pour nous d'avoir cette maîtrise-là en fait de notre image. je pense que au jour le jour, en tant que professionnel des médias, tu te réveilles le matin un peu moins stressé aussi, que de te dire C'est faut sûr. être partout, c'est infernal, quoi. Ah ouais, c'est clair. Mais déjà d'avoir un site plus une chaîne YouTube, c'est déjà beaucoup. En plus, avec tous les réseaux autour, enfin, oh non, c'est clair. Et LinkedIn, par exemple, dont on n'a pas trop parlé, mais c'est, je pense, un truc sur lequel on est un peu nul encore. Mais je pense qu'il y a un potentiel qui est monstrueux sur LinkedIn. Mais c'est un truc pareil, je pense qu'il se travaille. C'est un truc que je consomme tellement pas à titre personnel, LinkedIn, ça me paraît. Pour moi, c'est vraiment Mars, quoi.
J'y comprends rien. Donc c'est toutes ces choses-là, il faut aussi que nous on les apprenne, on les intègre et qu'on les adapte à nos volontés, quoi. Quand tu parles de potentiel sur LinkedIn, ça serait côté B2C, B2B, tu irais toucher des gens, en gros, tu dirais, bon, bah, aujourd'hui, vous allez au bureau en vélo, on a publié cet article, ou c'est plutôt côté Bah, vraiment B2B. moi je pense plutôt au côté B2B justement sur LinkedIn, parce qu'on se rend compte qu'il y a encore des marques, des organismes qui nous connaissent pas, et je trouve ça intolérable. Mais non, non, mais en fait, je pense que c'est surtout un canal où tu vas rentrer dans des boucles de gens qui ont les mêmes problématiques. Enfin, moi aujourd'hui, je vais rarement sur LinkedIn, mais quand j'y vais, je vois que des trucs de vélo et des trucs de vélo auxquels je pense pas forcément habituellement, parce que ça va me parler peut-être justement de vélo en entreprise, ouais, flotte de vélo, de trucs comme ça, qui sont pas des trucs moi qui me parlent tout de suite, parce que c'est pas ma pratique, et j'ai jamais connu ça. Mais c'est aussi une manière pour moi de me nourrir de nouvelles idées. Et donc je me dis, bah, de la même manière, ces gens-là vont peut-être découvrir Transition Vélo, et ça peut aussi nous ouvrir de nouvelles portes sur de nouvelles thématiques. Donc voilà, et petit à petit élargir. Il y a plein de choses qu'on fait pas encore sur le vélo, hein, justement, toute cette problématique un peu d'entreprise, les flottes de vélos d'entreprise, tous ces trucs-là, on adorerait le faire, hein. C'est juste que, encore une fois, il y a beaucoup de choses à couvrir et pour faire les choses bien, bah, ça va demander du temps. Mais on y viendra forcément. Bilan après un an et demi d'activité, euh, quelles ont été vos plus grandes surprises sur Transition Vélo? Bah, je pense que notre première surprise, c'était la vitesse à laquelle on a su se positionner en SEO. Et vraiment, sur des trucs, quand tu vois, par exemple, sur une requête type meilleur vélo électrique, on s'est positionné tout de suite, je crois, deuxième quand on a lancé notre guide d'achat, derrière les numériques. Et, euh, Et voilà, de temps en temps, on leur reprend la première place, ils repassent devant. Enfin, c'est quand même un truc. Je sais, on a parlé avec des confrères, ils me disent, mais c'est quoi votre secret, tu vois? Eux, ils ont des experts du SEO, justement, et mais comment ils font? Ils ont pas un an et déjà ils passent devant sur des trucs. J'aimerais leur dire que j'ai une réponse secrète que je ne leur donnerai pas. Après, en vrai, j'en ai pas particulièrement. Je pense que ça, c'est un peu de ce dont on a parlé tout à l'heure, hein, mais ça a été vraiment notre première surprise, je pense. Bah, c'est en fait cette manière dont on a réussi à bien se placer, et qui a forcément participé à notre succès assez rapide. Et surtout, une autre bonne surprise, c'est qu'on a été très vite bien accueillis par le marché, en fait. C'est-à-dire que très vite, alors moi je connaissais déjà un peu de monde dans le vélo grâce au numérique, mais très vite, en fait, on nous a fait comprendre que ce qu'on faisait avait du sens et que voilà, c'était bien. On proposait un truc qui n'existait pas forcément encore trop, que qu'on avait une vraie proposition intéressante et on reçoit beaucoup de compliments du marché en fait, des acteurs du vélo. Donc c'est gratifiant aussi parce que c'est s'il y a des gens qui connaissent bien le vélo, c'est eux. Donc si eux te disent que toi ce que tu fais c'est bien, c'est déjà une validation qui est très intéressante à recevoir. Et surtout, bah, derrière, tu sais aussi que si ton média a du sens pour des annonceurs, bah, c'est un média sur lequel ils viendront annoncer. Donc voilà, on a tout intérêt de toute façon à faire du bon travail. Et votre plus grande problématique depuis le lancement de Transition Vélo? Ben, j'en ai déjà un peu parlé hein, depuis tout à l'heure, c'est le temps. C'est que malgré tout, on est quand même trois sur Transition Vélo. Donc pour lancer un média, c'est déjà pas mal. Alors on n'est pas trois salariés, hein, pour l'instant on est zéro salarié. Mais c'est le temps en fait, on n'a pas le temps de tout faire et on a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, plein de nouveaux produits qu'on a envie de tester. Mais en fait, il y a tellement de choses qui se passent dans le vélo, tellement de choses qui sortent que le flot de l'actualité déjà t'emporte facilement. Donc si en plus tu as des projets un peu à moyen terme, bah, c'est difficile de les caser parce qu'ils sont sans cesse repoussés par le quotidien. Donc ça demande quand même
de se reposer souvent, de se dire, bon, allez, là, mes objectifs pour les 2 prochains mois, c'est quoi? Euh, Quels sont les vélos qui sont vraiment intéressants pour moi? Enfin, voilà, sur quoi j'ai envie de me démarquer aussi des autres médias qui parlent de vélo? Sur quel truc on peut facilement se différencier? Enfin, voilà, il faut se recentrer souvent, mais ouais, le temps, c'est difficile. Après, on a aussi une volonté qui est de pas faire n'importe quoi et de pas se laisser bouffer par notre boulot. Parce qu'il faut que ça reste quand même, enfin, on a la chance de faire un métier qui nous plaît, il faut que ça reste un plaisir aussi. Je pense que c'est ça qui fait qu'on peut durer aussi. Voilà, on travaillera pas toutes les nuits comme des fous parce que c'est pas notre façon de voir le travail. On préfère que ce soit bien fait, mais si on n'a pas le temps, on le fera le lendemain. Puis voilà. Et on avance à notre rythme, mais pour l'instant, j'ai l'impression que bah, le contexte nous donne raison en tout cas. Est-ce que vous souhaitez à terme construire ou construire, ce n'est pas le bon mot, mais mettre en place, pardon, une équipe de contributeurs qui pourrait vous aider dans le test des produits. Vous leur faites parvenir le vélo, ils testent le produit, vous les rémunérez, ou alors vous leur laissez le vélo. Je ne sais pas si ce sont des modèles qui. Bah, les vélos restent rarement quand même, mais enfin c'est même quasiment jamais. Mais oui, oui, de toute façon, je pense qu'il y a un moment où on aura besoin de renfort, on fera probablement appel à des pigistes. Pour l'instant, il y a une problématique aussi, c'est l'argent, hein, on va pas se mentir, c'est qu'un pigiste, il travaillera pas bénévolement. De toute façon, c'est pas vraiment notre façon de voir le métier non plus. Encore une fois, c'est le genre de choses qu'on a envie de faire correctement aussi. Donc si on fait travailler quelqu'un, faut le payer correctement. Donc bah, pour l'instant c'est pas une nécessité. Ça le deviendra certainement parce que bah, plus on va grossir, plus on va avoir de besoins. À quelle échéance, pour l'instant, on n'en a pas vraiment d'idée, mais en fait, l'avantage, c'est qu'on est trois à s'entendre très bien, et du coup, on est très agile, c'est-à-dire que le jour où on a envie de prendre une décision, on la prend. On en discute vite fait sur Discord, bam, on s'envoie 3 messages, et puis c'est bon. Donc on a cette capacité à s'adapter et on voit comment ça évolue, comment ça bouge, et puis on suit le mouvement, quoi. Très cool. Je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon, Mm. autant sur effectivement la jeunesse du projet, sur la monétisation, sur votre ambition, sur votre état d'esprit. Je te propose de passer aux questions de fin, si c'est OK pour Ouais. toi. Ok, nickel. Première question, quel est l'outil ou le service que tu rêves d'avoir pour faire ton boulot et qui n'existe pas encore? Ou même parmi ton équipe, s'il y a un truc qui est très frustrant pour vous en tant qu'affilié, en tant qu'éditeur, en tant que journaliste. Euh, Bah, il nous faudrait une IA qui sache faire avec un robot qui sache faire du vélo, en vrai. Ça, ce serait pratique. Parce que c'est le truc pour lequel l'IA nous remplacera pas, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de robot qui sait faire du vélo. J'ai vu Mais si un jour ça certains, arrive, bah, ça pourra nous servir pour faire des tests un peu plus à la chaîne. ouais, j'ai vu certains modèles de robots humanoïdes d'aide pour les tâches ménagères, etc. C'est assez flippant quand même. Donc, Ouais, peut-être que dans un an, on se dira, bah, finalement, tiens, il est là ton robot. ouais. Bon, on verra. Ok. Quelles sont les tendances qui te stimulent le plus en ce moment dans ton métier? Bah, je pense que c'est le développement du vélo en lui-même. C'est-à-dire que le vélo, c'est pas juste la thématique de mon média, c'est vraiment un truc auquel je crois profondément pour faire évoluer notre société. Donc je pense que c'est vraiment ça, c'est cette importance du vélo dans la société, quoi. Et au contraire, quelles sont les choses qui t'inquiètent ou du moins qui t'interrogent le plus dans l'univers peut-être des médias en ligne? Ce qui m'inquiète le plus, bah, c'est peut-être cette perte de connexion entre la qualité, le prix d'un contenu de qualité sur le web. Enfin, j'ai l'impression que les gens sont plus prêts à payer pour de la qualité, mais en même temps ne veulent, enfin, te demandent de faire de la qualité. Il y a un côté un peu schizophrène. Enfin, je pense chez moi aussi, hein. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu trop d'abus sur ces dernières années sur le web, justement dans les médias, sur beaucoup de formats qui décrédibilisent finalement les médias. Et après, je peux comprendre que des lecteurs aient moins confiance aussi sur certains trucs parce que on a dérapé peut-être sur certaines choses.
Mais cette perte de connexion, en fait, vraiment entre les lecteurs, les rédacteurs, les journalistes, de confiance dans les médias, je pense que c'est important. Ce qui me fait peur, c'est que les gens, finalement, n'aient pas confiance en nous. Alors que, enfin, nous, vraiment, on a envie que les gens aient confiance en nous et pour qu'on puisse porter un message, quoi. Quel est selon toi le futur des médias digitaux? Et peut-être on va recentrer la question dans le cadre des sites qui utilisent l'affiliation, justement, comme vous le faites. Ça va beaucoup dépendre de comment évolue Google, mais je pense qu'il risque d'y avoir de moins en moins de place. Il risque d'y avoir peut-être une place de choix et peut-être deux places de suiveurs et peut-être qu'il n'y aura plus la place pour avoir 10 médias sur une thématique. Euh, je pense que du coup, ça va être difficile de maintenir ce niveau d'exigence justement parce que la course à la productivité et à la production apporte rarement de bonnes choses pour la qualité. C'est peut-être ça qui m'inquiète le plus, c'est de perdre de vue cette qualité. Après, j'espère que la qualité primera toujours sur tout ça. Quel est le média ou le groupe média qui t'inspire le plus? Franchement, c'est une question assez difficile parce que je suis pas très média. Euh, j'ai été un fan inconditionnel des numériques. Je le suis moins maintenant parce que je suis peut-être pas forcément fan de Reworld. Mais j'ai pas vraiment de trucs qui me passionnent. Moi, en fait, j'aime dans le vélo tous ces petits médias qui ont l'air de tenir avec des bouts de ficelle et en fait qui sont géniaux. J'aime tous ces médias un peu d'experts mais qui n'ont pas les moyens de faire des trucs fous. Et c'est ça que j'aime bien moi dans les médias. Je suis pas un fan de groupe média parce que le groupe média justement pour moi c'est un peu la mort d'une certaine partie de ce que j'aime dans les médias en fait. Plus t'es gros, moins t'es agile, moins tu fais des trucs fun en fait, j'ai l'impression. Moi j'ai envie de m'amuser quand même un peu. Je pense que YouTube va un peu dans ce sens. J'ai vu qu'ils ont sorti une fonctionnalité, je pense que c'est qu'aux États-Unis en test pour l'instant, où ils permettent de donner un coup de boost aux chaînes YouTube de moins d'un certain nombre d'abonnés pour justement éviter que on retombe toujours sur les grosses chaînes, les gros YouTubeurs. Et Mhm. donc, c'est donner un peu de la visibilité aux indépendants qui font effectivement avec les moyens du bord, etc. Ouais, Euh, si Google pouvait faire la même chose sur les sites, ça serait bien aussi. Mais c'est sûr. ouais. C'est intéressant comme réponse. Après, sur Reward, euh, ça prouve un peu quand même qu'on peut être un très grand groupe, énorme même, et très agile, parce que j'ai l'impression qu'ils sortent des choses toutes les semaines chez Reward. C'est vrai que Ouais, c'est un je suis peu... pas assez, je pense, expert pour commenter ce genre de choses. Moi, j'avoue que je le vois, disons, de mon point de vue de journaliste dont le média a été racheté par Reworld. C'est plus ça que je vois. J'ai plus cette vision des choses du côté journaliste. Forcément, c'est pas là où ils ont la meilleure presse. Mhm. Mais effectivement, après, enfin, je pense que dans les médias, de toute façon, il y a de la place pour beaucoup de choses. Et l'innovation dans les médias, c'est quelque chose à pas négliger, hein. On le voit, les gros médias qui sont un peu enquistés dans certaines positions ne sont pas forcément ceux qui vont le mieux aujourd'hui. Après, il faut pas non plus que l'innovation serve uniquement la croissance, quoi. Enfin, pour moi, la finalité d'un média, c'est pas la croissance. Ton média doit avoir une importance par par ce qu'il raconte, en fait. Ce que tu racontes doit avoir une importance pour les gens. Et si ça en a suffisamment, pour moi, ça doit marcher. Et on apporte trop de déséquilibre à pousser trop de choses qui n'ont pas d'importance, à mon avis. Et ça bouffe un peu le reste, quoi. Prochaine question, je pense pas qu'elle s'applique vraiment, puisque c'est quel est le média que tu rêves de lancer? Mais j'imagine que tu vas me répondre transition vélo. Bah, clairement, Transition Vélo, c'est le média que je rêve de lancer. Après, dans un sens, je me dis que on a une recette que potentiellement je me verrais appliquer à n'importe quoi. Ok.
C'est-à-dire, enfin n'importe quoi, à n'importe quelle, on va dire, niche de produit. Je pense on a un site qui est conçu d'une telle manière que ça pourrait s'appliquer à d'autres choses en fait. Notre site, il n'est pas pensé pour le vélo, donc ce serait, enfin, moi je vois déjà la galaxie transition, tu vois, avec des dizaines de médias, on verra. Ah, donc On en c'est des reparlera dans choses 10 ans, quoi. qui sont effectivement dans les cartons et tu t'en discutes avec tes associés ou On n'a absolument pas le temps de réfléchir à ça pour le moment. Après, un jour, qui sait, le jour où on aura les moyens d'avoir le temps d'y penser. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, non. très cool. Est-ce que tu cherches des partenaires, des contacts tu peux en profiter pour demander notre audience. Euh, Bah, nous, de toute façon, toute personne qui est impliquée, à quel niveau que ce soit dans le vélo, pour nous est un bon contact à avoir parce qu'on peut avoir des questions sur des sujets qui sont très très variés. On n'a pas trop de difficultés à avoir de contact avec les marques. Après, on est intéressé par les associations, enfin, tous les revendeurs, les petites boutiques. Enfin voilà, tous ces gens-là sont des gens qui sont intéressants à consulter dès que possible. Moi, j'invite tous les gens qui sont intéressés par le vélo et même qui sont pas intéressés par le vélo, mais qui sentent dans le vélo quelque chose qui va, qui va être beaucoup plus gros que ce que c'est aujourd'hui, à venir vers nous et à venir échanger avec nous. Très cool. Je mettrai tous les liens en description. Quel est le meilleur moyen de te contacter? T'es pas trop sur LinkedIn, tu as dit, donc tu consultes quand même tes emails, enfin tes Alors, messages. mes emails, oui, je les consulte. Après, j'y suis pas sur LinkedIn, mais je consulte les messages que je reçois sur LinkedIn. C'est juste que je passe pas des heures Ok, ok. à scroller les posts d'autres personnes, mais je consulte tout à fait mes messages sur LinkedIn et j'y réponds assez rapidement généralement. Bah, je crois que c'est comme ça qu'on s'est contacté d'ailleurs, donc la preuve. Ouais. Ok, très bien. Bah, écoute Rémi, on a fait le tour. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Bah non, rien de spécial. Te remercier déjà de m'avoir accordé cet espace de parole. Enfin, je trouve c'est intéressant toujours de pouvoir un peu exposer notre vision des choses. C'est une tribune intéressante pour nous. Merci. Merci à toi de ta transparence, de ton honnêteté, parce que tu as partagé les choses qui marchent, mais aussi les choses qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas pour l'instant. Et moi, ça m'intéresse vachement parce que tu vois, de recevoir autant des indépendants qui se lancent que des gros groupes médias établis et de voir qu'il n'y a pas une seule façon de faire les choses dans les médias. Et je trouve ton discours, il est très inspirant et très, comment dire, très, très encore, ouais, inspirant, transparent et ça donne envie en fait de faire des choses bien, tu vois, Mm. de vraiment considérer le média comme un service rendu à l'internaute. Et donc, Mm. tu veux faire les choses qui vont dans ce sens et sans forcément te dire, ok, on va se tuer à la tâche, on va accepter tous les partenariats, etc. Et ça fonctionne. Donc Mm. voilà, tu as utilisé ce mot tout à l'heure, tu disais on a une vision un peu idéaliste, et je trouve que c'est super, ouais, c'est super inspirant de voir qu'on peut avoir effectivement une vision idéaliste de ce qu'on aimerait trouver nous sur Internet, et de voir derrière que tu peux en tirer des super résultats. Donc je Mm. souhaite plein de réussite et je suivrai bien entendu Transition Vélo. Bah, merci beaucoup. Merci à toi pour ta disponibilité et à très bientôt. À très bientôt. Salut.